I have a package for you. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast favori. Alors aujourd'hui, épisode spécial, puisque c'est un épisode spécial Noël. Ouais. Joyeux Noël. L'enfer. Je suis accompagné de Candice Adam, Bonjour. Yann Vital, Salut. Thomas Moreski, Salut. Brio Waterman. Joyeuse fête. Je m'appelle Hugo Gasparini et bienvenue dans Recommandé. Alors, avant de commencer par nos chroniques, évidemment, nous allons parler de nos actus. Yann, tes actus. Eh ben moi je vais vous parler de Henry Cavill, comme d'habitude, puisque j'ai l'impression qu'à chaque épisode, chaque chronique, on finit par parler de Henry Cavill, que ce soit de lui ou du Witcher, mais cette fois-ci c'est bien de lui qu'on parle, et plutôt de lui dans Superman, puisque Henry Cavill ne va plus être Superman. Il l'a annoncé tout récemment sur Insta, et ouais, c'est la chute. Ils avaient donc annoncé son grand retour en tant que Superman en octobre, mais après une discussion avec James Gunn et Peter Safran, je sais pas, qui sont donc en gros les patrons. Safran, c'est... Oui, c'est l'armée. Et donc qui sont les patrons respectifs de DC et de Warner, plus de Superman pour Henry Cavill. Donc on n'a pas encore tous les détails des tenants et des aboutissants de ce départ, qui est plutôt étonnant, puisque tout le monde aime Henry Cavill dans ce rôle-là. Oui. Et donc on vous tiendra au jus si on en apprend plus. C'était même le meilleur Superman. C'était le meilleur. Et d'ailleurs, pour rester sur le sujet d'ici, je crois que Thomas a quelques petits trucs à nous dire. Ouais, justement, moi, mes actus, ça porte sur qu'est-ce qui se passe un petit peu chez DC en ce moment. Il y a énormément de changements, énormément de choses. En fait, il faut savoir que la Warner, a fusionné en avril 2022 avec Discovery. Pareil, une grande chaîne, un grand média aux États-Unis. Ceux qui parlent des secrets des pyramides avec les aliens et tout ça. Exactement, c'est Nickel. eux. Enfin, je crois, je sais plus exactement ce qu'ils font, mais oui, ils font des trucs genre National Geographic. C'est pas National Geographic, mais c'est Discovery. Et bref, ils ont fusionné ensemble, donc forcément, il y a eu des nouvelles têtes qui sont arrivées tout en haut, en la personne de David Zaslav, et qui a tout de suite dit, moi, vu comme c'est DC en ce moment, ça me va pas. En fait, si vous regardez un petit peu ces 6 dernières années et avec le studio DC Film, ils ont fait beaucoup de merde, comme Suicide Squad, celui de 2016, le Justice League qui est arrivé au cinéma, Bird of Prey, Wonder Woman 1984. Enfin voilà, c'est tous des films où on se dit mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a aucune raison. Ils ont même dès qu'ils sont arrivés, ils ont dit alors là il y a un film Batgirl. On va l'annuler. Il y a eu des millions qui ont été posés sur la table. On l'annule, tout simplement. Alors qu'il avait déjà été tourné, non ? Il avait déjà été tourné, était en post-production, bientôt prêt à sortir. Il devait sortir là, à cette période-là de l'année. Et vraiment, ils ont dit, on annule tout ça. Ouais, donc ils préfèrent perdre des sous plutôt que de... Ils en sont là, en fait. Et d'avoir une mauvaise com, quand même. C'est ça, ils en sont totalement là en disant, nous, ça nous va plus, on va un peu restructurer tout ça. Donc là, on a eu quelques mois, donc vous voyez, avril 2022, là, on est en décembre, et là, maintenant, il commence à y avoir des choses qui sont faites. DC Film n'existe plus, les gens qui étaient à la tête de DC Film ont été virés, et maintenant, il y a DC Studio qui a été créé. Et donc du coup, les chefs, tu l'as dit Yann, ce sont Peter Safran, le chef de la Warner, et James Gunn. James Gunn, c'est le gars qui a fait Les Gardiens de la Galaxie et The Suicide Squad, donc le soft reboot qui est sorti en 2021. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Parce que The Suicide Squad, pour le coup, était très bien, était très intéressant, et ils ont réussi à reprendre d'anciens éléments et d'en faire autre chose avec. Et le premier Gardien de la Galaxie était plutôt pas mal aussi. Et le premier Gardien de la Galaxie était pas mal. J'ai hâte de voir le 3, j'ai vu la bande-annonce là, il y a pas longtemps. Je me dis, ça peut être sympa. Il a l'air d'avoir un truc un poil plus sombre, une vibe un peu plus sombre, ce qui est bien, parce que ça partait trop en grosse blague. Oui, carrément. Le spécial Noël. Spécial Noël. On en parle puisque c'est Noël, mais... Et un peu catastrophique. Le truc, c'est que l'ambiance générale, de toute façon, des Gardiens de la Galaxie, c'est déjà assez drôle. On est sur un ton plus léger, même s'il se passe des choses dans le 1, ils arrivaient bien, je trouve, à mixer il y avait le drame et la comédie, tu vois, avec des Ouais. personnages un peu dramatiques, genre à la Drax ou quoi, qui dit j'ai perdu ma famille, qui après, dans la suite, devient juste le comic relief. Chips. Du coup, on va pas jouer à Chips maintenant, on va revenir plutôt à DC. Et en fait, ils sont ensemble, Peter Safran et James Gunn, et ils vont tout recommencer à zéro, j'ai l'impression.
C'est ce qu'ils veulent faire, et c'est plutôt une bonne chose. Ils ont déjà annoncé que les films, les séries, tout ce qui est animation et même jeux vidéo seront canons ensemble. Donc ils partageront plus ou moins le même univers. Oh, super intéressant ça. Ils ont déjà annoncé qu'ils vont faire un plan à peu près sur 10 ans. Donc ça vous rappelle peut-être quelque chose il y a quelques années. Je peux le dire. Oui, vas-y. C'est pas un peu comme Marvel? C'est un peu comme Marvel, mais Marvel version Iron Man, machin, pour arriver jusqu'aux Avengers. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Ils avaient déjà essayé de faire ça avec Snyder. Ils n'ont pas laissé Snyder faire ce qu'il voulait. Ils ont mis d'autres gens à la tête, et donc du coup, ça s'est mal passé. Mais maintenant, ils peuvent réessayer, et il y a plusieurs choses qui peuvent faire que ça fonctionne. C'est que Marvel, en ce moment, c'est en déclin. C'est le gros déclin, c'est la chute. Donc là, ressortir avec une bonne licence. De toute façon, c'est le moment de ressortir une bonne licence pour prendre la tête. Hein. James Gunn, il est à la tête de tout ça et il souhaite que les auteurs, les réalisateurs fassent aussi un petit peu leur propre film. Et James Gunn nous a montré qu'avec de l'ancien, on peut refaire un bon nouveau avec The Suicide Squad, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais on sent que pour l'instant, ça se prend un peu les pieds dans le tapis. Ils sont en pleine transition là-dedans. Par exemple, Black Adam. Black Adam, c'est le film qui est un petit peu entre les deux directions. Donc entre DC Film et DC Studio. DC Film, on savait que ça allait être terminé. DC Studio n'était pas encore créé. Et donc du coup, il y a cette affaire Superman qui maintenant est totalement conclue. C'est-à-dire que Dwayne Johnson a dit « Les fans, ils veulent Henry Cavill en Superman. On va leur donner Henry Cavill en Superman. » Donc mini spoiler, mais bon, c'est passé sur tous les réseaux sociaux et compagnie. À la toute fin, il y a une scène post-générique où Henry Cavill revient en Superman. On se dit c'est incroyable. Ça a été annoncé ça a été annoncé en octobre que ça y est, Henry Cavill revenait en Superman. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Et voilà. Et il y a plein de choses comme ça. Là, il y a encore 1 an de films qui sont déjà tournés avec DC et on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Il y a Aquaman 2, il y a The Flash. Aquaman 2 avec les scènes avec Amber Heard où c'est coupé. Il devait Henry Cavill et Ben Affleck devaient faire des caméos dans The Flash et dans Aquaman. Maintenant que Henry Cavill n'est plus Superman, est-ce que ça vaut le coup? L'acteur de The Flash qui fait n'importe quoi. On sent que là, ils sont vraiment le cul entre deux chaises et en fait, on se rend compte qu'il y a encore 1 an de films qui vont servir à rien du tout. Donc du coup, on se dit qu'ils ont jusque 2024, mi-2024, pour faire leur plan et faire le premier film qui va annoncer ce plan sur 10 ans. Et relancer pour de vrai leur licence. Et vraiment relancer d'ici. Est-ce qu'il ne ferait pas mieux de faire une réelle pause sans continuer à communiquer des choses à droite, à gauche? Oui, forcément. Pour le coup, The Flash... ils peuvent faire mais là, moi je trouve que c'est un peu qui tout double. C'est-à-dire que là, s'ils se ratent maintenant... ça va avoir une influence sur tous leurs projets futurs. Donc, est-ce que finalement, c'est pas mieux de rester un peu sage? Après, ils sortent d'autres masterclass en parallèle. Ils ont la suite de The Batman, ils ont le Joker. C'est ça. Et ça, pour le coup, c'est totalement à part. Ouais. Et c'est ça que je trouve très intéressant. Et je vais essayer de conclure là-dessus parce que j'ai l'impression que je commence à être très très long. Excusez-moi, on dirait une chronique un peu. Oui, désolé, mais c'est quand même un très gros morceau. Et en fait, pour l'instant, ce qu'a envie de faire DC Comics, j'ai l'impression, c'est de faire une ligne continue, un peu à la manière des comics en fait, une ligne continue à la Marvel qu'on connaît maintenant dans le cinéma, avec tout plein de films qui se répondent les uns aux autres, mais aussi de développer des one-shots, des black labels entre guillemets, pour revenir un peu dans l'univers des comics, mais qui fonctionnent du coup de manière indépendante, comme Joker et The Batman. Joker développe sa propre histoire, avec son propre personnage, n'a aucun lien avec le reste. The Batman, ça va être pareil, ça va développer son propre petit univers. Et moi, pour le coup, je trouve ça très cool. C'est ce qui manquait à Marvel, honnêtement. C'est ce qui manque clairement à Marvel. Ouais. Et à mon avis, y a moyen que DC devienne, entre guillemets, le nouveau Marvel, si ce n'est même mieux. Parce J'espère. Que The Batman, on va pas se mentir que Masterclass. Joker, on va pas se mentir que Masterclass. J'attends ces 2 suites avec grand plaisir. Ouais. Et voilà, j'attends la suite. Pour l'instant, on n'a pas d'infos. Peut-être que là, au moment où on tourne, donc on est quoi? On est le 15 décembre, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Donc voilà, c'est diffusé le 23. Il y aura peut-être tout plein d'autres infos. On reviendra dessus bientôt. Mais j'ai très très hâte de voir un petit peu ce gros plan, parce qu'on a l'impression qu'il travaille vraiment sur un énorme truc. Et bref, j'ai hâte de voir ça. Eh super. Nous aussi. Brieux. Oui, alors ton actu. Une très courte actu, moi. Puisque ça va. Désolé, j'avais prévenu que c'était long. Ça tire à balles réelles ici.
Une petite actu pour vous dire que à Paris va ouvrir le premier cinéma dit premium, comprenez de luxe, qui va plutôt réouvrir puisque c'était à la base le Gaumont-Parnasse, que certains connaîtront s'ils habitent du côté de Montparnasse, qui va être renommé le Pâté Parnasse, et qui désormais donc va comporter 12 salles et environ 800 sièges. Alors 800 sièges, c'est très peu par rapport à un cinéma normal qui est plus à 2000 sièges. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont profité de l'espace gagné en enlevant des sièges pour faire des sièges de très 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 bonne qualité, très confort, ils sont inclinables, ils sont plus larges, on peut étendre ses jambes. Hugo. Mais c'est le bonheur. je veux pas casser l'actu, mais il y a déjà une salle à Paris comme ça où c'est vraiment des grandes banquettes avec les jambes un peu allongées. Alors peut-être qu'ils le retapent. Alors apparemment c'est le premier de luxe là, donc celui-là. Ah mais donc, c'est peut-être que tu as des prestations particulières. Ouais, après il y a peut-être c'est peut-être une salle différente, mais là c'est vraiment un cinéma avec plusieurs salles. À Paris, ce que tu as, 12 salles. C'est un hôtel qui est en partenariat avec MK2, où du coup tu peux louer une chambre et regarder le film qui passe au cinéma dans ta chambre, etc. Ouais, non, moi c'est même pas ça, moi c'est vraiment, je me souviens des ça. images, c'était un cinéma où le principe c'est que tu avais des sortes de... C'est pas vraiment des canapés, mais c'est comme des fauteuils de cinéma un peu upgradés, où t'as les jambes allongées, tu peux être à deux dans le truc, comme si t'étais dans ton salon. Au Grand Rex, t'as ça, même à Pâté, où en fait tu peux avoir des sièges qui sont côte à côte, où t'enlèves le... C'est un peu comme les banquettes du MK2. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Mais plus confort. Mais j'ai l'impression que ça, c'est cinéma, encore nouveau. C'est un cinéma qui est dédié à ça. C'est pas qu'il y a une salle qui peut avoir des sièges comme ça, c'est que toutes les 12 salles ont ces sièges-là. Et donc, par contre, du coup, le billet sera à 18,50. De luxe. C'est quand même déjà cher, quoi, d'aller au cinéma aujourd'hui. Collector. C'est ça. C'est-à-dire que je trouve que c'est quand même ils n'ont pas un très bon timing parce que justement, les places de cinéma font débat en ce moment, le prix, et eux, ils disent non, mais nous, 18,50. Voilà. Non, et puis est-ce que ça va... Bon, est-ce que ça va vraiment fonctionner ? Parce que techniquement... t'as des gens, s'ils ont les moyens, ils sont quand même déjà chez eux avec une belle télé. Oui, mais à mon avis, ça peut fonctionner. Des gens qui se disent, ce sera la séance d'exception. Là, en ce moment, il y a Avatar qui est au cinéma. Oui, c'est vrai. Si c'est ouvert là, à mon avis, ils font carton plein parce que c'est 3 heures Avatar, les gars. Ouais, j'en sors, les 3 heures, tu les vois passer passer au bout d'un moment, tu vois. C'est peut-être la salle où tu as envie d'aller voir le film qui t'a branché depuis 6 mois et que t'attends. C'est ça pour les films un peu classe, un peu canon, ça peut vraiment... On va être honnête, que ce soit au théâtre ou au cinéma, à Paris, on est quand même vachement mal assis, je trouve. Pardon, les sièges qui se rabattent comme ça, non. C'est bien, mais c'est cher. Voilà. Candice. Ok. Et moi aussi, ça va être une actu assez brève. Je voulais parler de Florence Foresti, qui revient avec un nouveau spectacle. Oh, wow. Boys, Boys, Boys. Oh, ça me rappelle une chanson. Exactement. Donc, j'ai pas non plus tant de choses à dire. Moi, j'attends énormément ce spectacle. Je pense que je vais essayer de me dégoter des places. C'est du grand Florence Foresti, donc elle va aborder ces sujets de tous les jours, les choses dans lesquelles elle est très très forte, et apparemment il y a une grande part aussi sur un peu ce combat entre les sexes, et qu'elle va démonter elle. C'est déjà quelque chose qu'on retrouvait quand même un peu dans ses spectacles précédents, c'est sa marque de fabrique, mais ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vue depuis son dernier spectacle Épilogue. J'avais cru comprendre qu'elle avait lancé quelques dates de ce nouveau spectacle qui était passé assez inaperçu, et donc là elle revient. Je crois qu'elle démarre au Théâtre Marigny à Paris. D'accord. Ça démarre en décembre. Non, ça a même déjà démarré, pardon. Mais ensuite, elle va partir en tournée dans toute la France à partir de décembre-janvier. Voilà. Trop cool. Merci beaucoup. Et puis moi, mon actu de cet épisode, c'est qu'il y a quelques jours est sortie la bande-annonce du nouveau Spider-Man Across the Spider-Verse. Across the Spider-Verse. Across the Spider-Verse. Traduit en France par Seul contre tous. Exactement. Spider-Man seul contre tous. Et donc cette bande-annonce produite par Sony Pictures, le seul film avec du multiverse qui vaut le coup. Réellement, le seul film Marvel, pardon. Qui vaut ils ont le coup. compris, en fait. Voilà, j'ai vu la bande-annonce, l'animation a encore l'air d'être une fois de plus folle. On voit Spider-Man se battre contre plein d'autres Spider-Man, mais pas juste 2-3, c'est une centaine, et on a juste envie, on a trop hâte. Donc voilà, ça sort le 23 mai 2023, donc c'est une actu
un peu futuristique. Mais voilà, trop hâte de voir ce film. Et pour ceux qui carrément. n'ont pas vu le premier, foncez. Ah C'est, ouais, il est en génial. fait, je trouve ce qui est fort, c'est que t'as l'impression de lire un comic mais qui bouge. Ouais. Ouais. T'as Exactement. vraiment l'ambiance comics qui est Mm. vraiment bien retranscrite. Ouais. Et- Bah, le rythme est génial, les ambiances sont Je folles, pense les que ça n'a jamais musiques, été aussi bien retranscrit Ouais. un comics. Ouais. Ouais, carrément. en soi. Ça met une branlée sans pitié à tous les Spider-Man qui sont sortis. Oui. Oui. Donc, Ouais, ouais, Voilà. C'est que moi qui suis un fan absolu de Tobey Maguire, Mm. d'avoir vu ça, j'étais là, mais c'est meilleur. Je suis un peu énervé, mais c'est Non, meilleur. puis t'as des refs. En fait, Oui. t'as carrément des refs aux anciens Oui. Spider-Man, des trucs comme ça où tu te Mm. dis. Oui, ça trahit pas ton enfance non, Non, plus. carrément, il recrée Ouais. un nouveau truc, mais en même temps, t'as des choses justement de Qui l'enfance. sont et tout, rassurantes, quoi. Ouais. Ouais, il C'est est, dit, ok, vous êtes incroyable. conscient qu'on adore ce il truc-là. est et- vraiment super ce film. Il est dispo sur Netflix d'ailleurs, le premier. Donc profitez-en en fait. On va passer aux chroniques pour notre épisode spécial. On va faire un peu comme pour l'épisode spécial Halloween. Chacun nous a préparé une petite chronique de ces œuvres qu'on se re-regarde ou réécoute ou relit à chaque Noël. Et on va commencer avec Brieux. Oui, alors, autant vous l'annoncer tout de suite, moi, les films de Noël à l'américaine, j'aime pas trop ça. Je trouve juste le côté un peu hypocrite de parce que c'est Noël, on doit se réconcilier et terminer nos problèmes, alors qu'on pourrait le faire le reste de l'année, mais là, bizarrement, parce que c'est Noël, on va se réconcilier avec tout le monde. J'aime pas trop ça. Je trouve que l'ambiance est un peu, un peu comme je le dis, un peu hypocrite. Mais il y a néanmoins un film américain qui parle de Noël, que j'aime beaucoup et que j'adore re-regarder pendant les périodes de Noël et pas que. Je vais vous parler d'un étrange Noël vécu par un certain Monsieur Jack. Ah là là. Une masterclass. Ok. Donc l'étrange Noël de Monsieur Jack ou A Nightmare Before Christmas en anglais. C'est D'ailleurs- pas un film d'Halloween, ça? Eh ouais, ben, j'ai failli le ben prendre non. pour Halloween. et c'est les deux, c'est les deux. Bien vu, ça aurait pu marcher pour Halloween. aussi. L'avantage, c'est que vous pouvez le regarder à Halloween et à recommencer Noël. à Noël. Et à Noël. Mais regardez-le à Noël, c'est bien aussi. C'est l'ambiance. Et puis quand vous avez un petit coup de blues en été, regardez-le aussi pour vous rappeler le froid de l'hiver. En fait, regardez-le tout le temps. Comme ça. Mais d'ailleurs, Nightmare Before Christmas, qui est un jeu de mots entre Night Before Christmas, qui en anglais veut dire réveillon de Noël, et Nightmare, qui veut dire cauchemar. Voilà. Le nom Alors- est bien plus stylé en anglais qu'en français. Oui, Oui, et d'ailleurs, ouais. tout le monde l'a gardé. C'est-à-dire que tous les pays du monde ont gardé Nightmare Before Christmas, sauf la France, qui s'est dit on va parler de l'étrange Noël. De... On va leur chier Même dessus, pas les quoi. Québécois, parce qu'en non. général, les Québécois, ils ont Si, toujours si, des les titres. Québécois, les Québécois aussi. Mais au moins, les Québécois, ils font une traduction Littérale. littérale. Mm. Alors que les Français ont fait n'importe quoi. Mais après, c'est difficile de traduire Nightmare Before Christmas. C'est un jeu de mots qui est intraduisible. cauchemar en- avant Cauchemar Noël, avant quoi. Noël. Oui, cauchemar avant Noël. Oui. Bah, Mais on Merci, perd le Max. jeu, on perd le jeu de mots. c'est pas comme s'il y avait un jeu de mots dans le titre français non plus, quoi. Donc, Non, il y a pas de jeu. C'est triste, il y a pas de jeu de mots. y a rien. Oui, bon, allez. Oui, bon. Faut parler C'est- anglais, quoi. Faut avoir fait le V2, quoi. Donc, l'étrange Noël de Monsieur Jack, réalisé par Non, Burton. c'est pas lui. réalisé C'est pas par lui Henry Selick. Oui. Et Ah. Et mais produit par Tim Burton. et écrit. Ah, et écrit. Écrit d'accord. par Tim Burton. C'est produit par Disney, mais c'est écrit par Tim Burton. Et alors, pourquoi il ne l'a pas réalisé? Il devait le réaliser. Mais pourquoi il ne l'a pas réalisé? C'est parce qu'il était sur le tournage de Batman le défi. On retourne dans du DC Mais oui. comic. Et du coup, par conséquent, il était tellement occupé qu'il a confié ça à son pote Henry Selick. Mais c'est bien lui qui l'a écrit. Il y a beaucoup de lui. D'ailleurs, le titre original, c'est même pas Nightmare Before Christmas, mais Tim Burton's Nightmare Before Christmas. La pauvre Ah. Célie qui passe complètement Ah, à mais la carrément. trappe, du coup, depuis Ouais. des Ah oui, générations. mais bon voilà, rendons-le hommage parce qu'il a quand même fait beaucoup d'animations, de films d'animation pour Disney, notamment James et la peste géante aussi, qui est fait par Henry Selick, donc voilà. Alors, l'étrange Noël de Monsieur Jack, de quoi ça parle? Eh bien, dans la ville d'Halloween, une ville peuplée de monstres, Jack Skellington, le roi des citrouilles, une sorte de grand épouvantail, organise les plus belles fêtes d'Halloween, faisant la joie des habitants. Mais au fond de lui, il ressent plus rien, en fait. C'est la routine qui commence à s'installer, il a besoin de nouveautés, et alors qu'il erre dans les bois, il tombe sur une porte qui l'emmène dans la ville de Noël. Émerveillé, il rentre chez lui et il annonce son projet aux monstres. Cette année, ils vont kidnapper le Père Noël et ce sont eux qui vont organiser Noël. Mais non. Eh si. Alors que Je dire l'avais sur jamais ce... vu. Tu l'as jamais vu, c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Ah. j'ai eu un frisson d'un coup là. Je me suis dit, oh là, on arrête la chronique, tu vas le regarder puis ensuite. Non, alors que dire sur ce film sinon qu'il est absolument magistral, hein, que ce soit l'animation, l'esthétique très particulière, très Tim Burton, même si là-dessus il s'inspire beaucoup du cinéma allemand impressionniste, notamment du cabinet du professeur Caligari.
Le fameux les... C'est exactement ce que j'allais dire. Ah ouais, bah, J'ai envie de dire, excusez-moi, cher auditeur, si vous ne le saviez pas, vous êtes bête. Ce fameux professeur qui Quel enfer. Brieux va nous en dire plus. Kylian de Caligari. Professeur Brieux va vous expliquer. Non, mais c'est un film, voilà, c'est un film allemand des années 20, je comprends qu'on sache pas ce que c'est, mais c'est Oui, super. C'est une esthétique qui est vraiment très très belle, très particulière, donc allez le voir aussi si ça vous intéresse. Les chansons sont cultes. L'étrange Noël de Monsieur Jack, les chansons sont géniales. Elles sont meilleures en VO qu'en VF. Oui. Alors que moi Oui, j'adore je le suis regarder en VF. This is Halloween par exemple, Ouais, bah oui, carrément. qui est bien C'est meilleur. exactement celle que j'ai eu dans la tête quand on Mais a parlé. il y en a une qui est meilleure en VF qu'en VO. Et ça, Ah. c'est pas moi qui le dis, ce sont les Américains qui le disent aussi. C'est la chanson Doogie Boogie, le grand méchant dans le film. Ah ouais. Parce que c'est Richard Darbois, Monsieur Ouais. Richard Darbois, qui est le double. Et alors, c'était assez étonnant parce que du coup, j'ai réécouté les chansons parce que je me suis dit, voilà, Disney, tu réécoutes les chansons. Et en écoutant celle de Oogie Boogie en français, je regardais les commentaires en dessous de YouTube et t'as plein d'Américains qui disent que la chanson en VF fait plus peur et est plus sympa que la version en VO. Voilà. Mais c'est peut-être juste parce qu'ils comprennent pas les paroles. Je sais pas. Tu sais, des C'était fois, l'analyse de Franck. l'incompréhension. À vous les studios. Voilà, vous saurez que le français, quand on comprend pas, c'est effrayant. Alors, qu'est-ce que j'aime dans le film, c'est que Tim Burton débat avec pas mal de simplicité, en fait, de qu'est-ce que la normalité et quelle est notre place dans la société. Parce que même si Jack est un monstre, il a sincèrement envie, dans le film, d'apporter joie et bonheur, donc le principe de Noël, aux enfants, en leur apportant des cadeaux comme le Père Noël. Mais bon, il n'a pas tout à fait compris ce qu'était Noël. Et si les cadeaux qu'il offre sont acceptables pour sa culture, la culture de la ville d'Halloween, pour les monstres, bah ils sont assez horribles pour la nôtre, pour nos enfants. Par exemple, moi j'ai le souvenir, une scène qui est très drôle, c'est quand il donne un cadeau à un enfant, et puis lui dit Joyeux Noël, il repart par la cheminée, et il y a ses parents qui arrivent et qui disent alors qu'est-ce que tu as eu, qu'est-ce que le Père Noël t'a apporté? Il ouvre le cadeau et dedans il sort une tête coupée. Ah oui. et les parents tombent dans les pommes. Voilà, il apporte ça, il apporte pas que ça, il apporte aussi des poupées hantées qui bougent toutes seules et un espèce d'énorme anaconda qui dévore le sapin. Moi j'aurais été super content d'avoir ça pour Noël. Ouais, j'allais dire, mais, ça dépend. Le ouais, grand JD, ouais, il aurait été très- content voilà. d'avoir une poupée hantée aussi. Mais- Mais faut voilà, savoir à quel public tu t'adresses, quoi, c'est Ouais. tout. Oui. c'est ça, exactement. Et voilà, mais Jack n'est pas normal pour eux, mais après tout, qu'est-ce que c'est que la normalité, en fait, si ce n'est des règles qui sont établies par la majorité pour éviter que quelque chose ne nous surprenne, ne nous dérange. Et je l'ai pas dit, mais à la fin du film, le monde entier se rend compte que c'est un faux Père Noël qui apporte les cadeaux. Et du coup, America oblige, l'armée décide de l'abattre à la DCA. Voilà. Rappelez-vous, Jack se finit vraiment, il y a une scène où il y a des canons qui se lèvent et tu dis, ok, ils vont l'abattre. Et à la joyeux DCA. Noël. Joyeux Noël. Et donc Jack finit abattu, incompris, déçu, mais pas rancunier, puisqu'il décide de relâcher le Père Noël pour qu'il rattrape le fiasco qu'il a causé. Donc voilà, donc c'est un film qui donne en fait une belle leçon de tolérance, tout simplement. Et ça, Tim Burton ne le fait pas par hasard, puisque le film, en deuxième lecture, et Dieu sait que j'aime les deuxièmes lectures, fait en fait une critique assez acerbe de la société américaine puritaine. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnages de Jack, de l'étrange Noël de Monsieur Jack, qui ressemblent à des stéréotypes américains. C'est très 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 poussé. Le maire, Voilà. par exemple, de la ville. Le maire, il y a des enfants obèses, Oui. il y a plein de choses comme ça, et voilà, c'est évident Oui. que c'est une référence à la pire partie des États-Unis, on va Oui. dire. Et voilà, c'est un film qui est pour casser les codes qu'on nous impose, et ça, c'est pas un beau message pour Noël. Ça, c'est Oui. beau. Voilà. Regardez-vous dans les yeux, Amérique. Et joyeux Noël. Étonnant, d'autant plus que ce soit produit par Disney. Et parce oui, que- et c'est très étonnant, c'est vrai, c'est tellement différent de tout ce qu'on peut voir, parce qu'il y a beaucoup de films de Disney aussi, de Disney qui parlent de Noël, et celui-là est vraiment différent. c'est rare d'y Oui. voir des têtes coupées, quoi. Même Ouais. dans les films Disney, on n'en voit Ouais. pas. alors. Ouais, mais après, bon, c'est justement, c'est ce qu'on disait au début, c'est que t'as le nom de Tim Burton. Vu les films qu'il a sortis avant, le succès qu'il a eu, tu pars du principe que c'est quand même un univers qui va être un peu dark au départ. Il arrive à le faire de façon assez enfantine, pardon, avec une leçon. Donc bon, finalement, c'était pas tant un pari qu'ils ont lancé non plus Disney en acceptant, quoi. Tout à C'était fait. une façon de se démarquer, de changer un peu des programmes qui sortaient déjà. Ouais. Ouais. Puis il a une vision, quoi. C'est-à-dire que le gars, il est arrivé, il Ouais. avait sa vision et ça a demandé 3 ans de travail et le résultat est là. Donc, Dans tous les cas, va dire non à Tim Burton. Ouais. Non, ça me À plaît cette pas. époque-là, oui. Oui, Ouais. Ah. parce que Maintenant, bah, il a- maintenant, tu lui dis non. hein. Ouais, ouais. Oui, parce Non, que il fait mercredi, quoi. C'est vrai. C'est vrai. C'est Allez. vrai. Coup de pied dans la fourmilière. D'ailleurs, l'animation a pas pris une ride. Franchement, je l'ai revu il y a pas longtemps parce que. Mais c'est en stop motion. Ouais, Oui, c'est en stop mais motion. ça a pas pris une ride.
vraiment, c'est encore Ouais. sublime, vraiment. C'est Ouais, Spider-Man du coup, Across... du coup, ça aide, quoi. Ouais. Ça aide que ce soit en stop motion parce que, justement, la 3D, il n'y a pas de 3D, donc ça peut pas faire vieux, quoi. Ouais. Bah, c'est comme les Wallace et Gromit, les trucs Ouais, comme c'est ça. ce que j'allais J'en ai dire, revu il y a pas longtemps, ouais, ça vieillit ça pas, passe quel jamais, plaisir. ouais. Et pourtant, on les connaît par cœur. Mais Bah il ouais, y a c'est un peu ce truc avec, c'était quoi, c'est Chicken Run aussi. Ouais, Chicken Run, c'est aussi le studio Ouais. Hartman, Quoi. c'est incroyable, c'est magnifique. D'ailleurs, on pourrait en faire une chronique, parce qu'il y a une belle deuxième lecture là-dessus aussi. Oui. Ouais. Voilà, mais genre, On fera une chronique deuxième lecture. Spéciale deuxième lecture. on fera plein de films, on dira, vous avez qu'en deuxième lecture. Merci beaucoup pour ta chronique, Brieux. On va passer à Candice. Oui, alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui est tellement évident que je me suis dit que j'allais vous le faire deviner. Je suis prêt, j'ai mon buzzer. Ouais, alors pour commencer, l'intrigue se déroule pendant la période de Noël. Donc Ok. surprenant, Ok, vous allez me déjà dire, pas mal. parce que c'est juste le thème de l'émission Voilà. du C'est jour. un quoi. téléfilm M6. Oh là là, envie de me les couper. Alors le film commence dans la banlieue de Chicago, dans une Ok. grande maison, 8 Mile. C'est Détroit, c'est Détroit. avec des gens qui grouillent partout. N'hésitez pas à me couper quand vous avez trouvé, mais non, c'est pas 8 Mile. Une petite tête blonde apparaît qui se fait bully par tout le monde. Ok. Ok, ça y est, vous l'avez, vous y êtes presque. Mon voisin. C'est le film d'action pour enfants par excellence. Maman, j'ai raté l'avion. Oui, bien sûr. Voilà. Ou encore, en version originale, Home Alone. Oh, madame. Encore une fois, une traduction impeccable Ouais. de la part des Français. Seul à la maison. Maman, j'ai raté Vous l'avion. avez appris l'anglais en primaire. Il faudrait retrouver ce gars qui faisait les titres dans les années 80. Ouais, tu sens qu'il y a une envie d'originalité Ouais. à chaque fois. Non, on va Le pas gars, faire il comme avait- les ricains. Le gars, on lui dit, tu traduis le titre et tu nous le mets. Et le gars, il dit, non, moi, je voulais être poète. Mais c'est peut-être un peu la malédiction des films français qui ont besoin d'avoir des phrases longues, tu Ça vois. se trouve, le mec, c'est un fou et il croit que le film, c'est de lui, du coup. Parce qu'il change le titre. Carrément. Ah. Maman, c'est de moi. Non mais vous avez vu le titre que j'ai fait. Hein. C'est ça. Je suis grave inspiré. On va enquêter. Bon, alors, comme je disais, c'est un choix hyper évident parce que c'est un film culte qui a marqué tous les enfants des années 90. Donc, ce long métrage, réalisé par Chris Columbus, écrit par John Hughes et composé par le maître John Williams, est sorti en 1990. Et depuis, il passe à peu près... c'est même pas à peu près, hein, il passe tous les ans à la télé quand on arrive en décembre. Ok. La preuve, il est diffusé sur TF1 le 19 décembre. Voilà. Voilà. Donc, Ce c'est qui pas... est dans le passé pour vous, hein, mais. Oui, ce qui est dans le passé pour vous, mais Et dans le futur pour nous. dans le futur proche pour nous. Et donc, si vous vivez dans une grotte depuis 1989 et que vous venez seulement de découvrir les joies de la technologie, vous pouvez aussi le regarder sur Disney+. On découvre donc, dans ce film, une maison en ébullition, des enfants qui courent partout, un policier dans l'entrée que personne ne calcule, pas même les adultes qui passent par là. C'est une maison qui est chaleureuse, des décorations de Noël, et on voit un garçon, le petit dernier de la famille, Kevin, qui est interprété par Macaulay Culkin, et qui se fait recaler par tout le monde dans cette maison. Donc la famille se prépare à partir à Paris pour les fêtes, et il réalise qu'il doit se débrouiller pour faire sa valise. Il panique, demande de l'aide à ses frères et sœurs qui le recalent et se fichent de lui. Ouais, c'est pas fun d'être le rejeton dans cette famille. En rematant le film l'autre jour, j'ai pas pu m'empêcher de me dire qu'il prenait vachement cher quand même, Kevin. Si on prend rien que l'extrait dans la cuisine au début du film, ça pourrait être un spot de prévention contre le harcèlement. Il suffit de couper et de mettre un slogan genre mettez-vous à la place de la victime pour que le harcèlement ne soit pas un crime, ou encore le harcèlement c'est pas marrant pour les petits comme pour les grands. Oh, c'est beau, ça. Ouais, hein. Bref, je vous passe les détails. Kevin se fait encore embêter par son grand frère, une caricature de la brute épaisse américaine, et il pète un câble, le pousse, réaction en chaîne, etc., etc. Kevin est une fois de plus le vilain petit canard qui agace tout le monde. Et donc il se retrouve puni dans sa chambre, et après une discussion avec sa mère, prononce les mots fatidiques « J'espère ne plus jamais vous revoir ». Voilà. Oh là là. Ouais, tristesse. C'est triste, hein. Joyeux Solitude Noël. dans sa chambre. Caliméron. Tu t'endors en pleurant, etc. Bref. Sauf que, voilà, dans la nuit, une coupure d'électricité se produit, si bien que la famille ne s'est pas réveillée et est en retard pour l'aéroport. Branle-bas de combat, tout le monde s'active encore une fois, on compte tous les enfants et on part à toute vitesse pour attraper l'avion. Sauf que, malheur, le gamin de la maison d'en face, curieux comme tout, s'était glissé dans le groupe. Et c'est seulement dans l'avion que les parents s'aperçoivent qu'ils ont oublié Kevin. Commencent alors les aventures de ce dernier. Passé la surprise et persuadé que c'est sa faute si sa famille a disparu, il se débrouille tout seul en attendant qu'il revienne. Et surtout, il vit enfin sa meilleure vie. Il fait tout ce qu'il veut et franchement, quand j'étais petite, je me disais que c'était vraiment le rêve. Bah, oui, carrément. On avait tous envie de pouvoir squatter sa maison, manger de la glace, regarder les films qu'on n'a jamais le droit de voir, défoncer la chambre de ses frères et sœurs, piquer la thune. Bref, la totale. Je suis content de pas être ton frère. Non, je l'ai jamais fait, évidemment. J'ai dit que c'était un rêve. Officiellement. Ça. Assez vite, il remarque deux mecs louches
dont un qui ressemble étrangement au policier qui posait des questions plus tôt dans le film, et ces 2 mecs rôdent dans le quartier, quoi, en gros. Et les 2 cambrioleurs, pas très futés, tentent de s'introduire dans la maison, mais notre jeune héros décide de ne pas se laisser faire. Et là, c'est ma partie préférée de Maman j'ai raté l'avion qui démarre. Fini d'être une poule mouillée, Kevin devient un mini MacGyver du haut de ses 10 ans, et c'est qu'il est ingénieux le petit. Je vais pas vous faire la liste de la ribambelle de pièges qu'il a concocté, mais ça ne s'arrête jamais. Il va en faire voir de toutes les couleurs au fameux casseur-flotteur, vous avez la ref. Oui, Et c'est surtout pour ça que j'adore c'est ce vachement film. inspiré d'Orelsan, ce film. Ouais. Ah bah c'est une ode à Orelsan, hein. C'est l'inverse, Et c'est Gringe, l'inverse. ne l'oublions pas quand même. Et donc c'est surtout pour ça que j'adore ce film, parce que toutes les cascades, tous les retournements de situation, le ridicule avec lesquels sont traités les méchants, et puis c'est aussi assumer qu'on est content de voir 2 abrutis se faire éclater. Parce que Harry et Marvin passent quand même une nuit très compliquée, hein. Brûlure au chalumeau, morceaux de verre dans les pieds, chute Ouais. de plusieurs mètres, et Les j'en 10 passe. premières minutes devant la maison, Ah ouais, ils prennent Ouais, ils s'en super prennent sévère, cher. ouais. Ouais, moi, t'es là, genre... moi, je vais Faut pas embêter je vais être Kevin. honnête, moi j'aurais pris déjà le premier piège, je me serais dit ok je passe à la maison suivante. Oui. À un moment donné, faut Alors, arrêter. euh, hein. Il y a un gros psychopathe dans cette maison. Non, mais les gars, tu sens qu'à un moment donné, ils veulent juste lui faire la peau, quoi. Ils ont pris tellement cher qu'ils veulent juste le buter, ils s'en foutent de T'en as un des cambrioler la deux, maison. il passe la tête par la chatière, l'autre il est en train de... Le gamin il le pointe avec un fusil. Oui, donc en effet, ils prennent quand même très très cher. Rien que la scène où il passe la tête dans la chatière, il se fait, Oui, il oui. se fait tirer dessus. Je crois que c'est une sorte de pistolet à billes ou Un un truc plomb, comme un ça. plomb. Ouais, Bienvenue c'est en violent. Amérique. C'est un peu sévère. Je sais pas, non, il se prend dans la tête, mais il a pas de marque. Oui, mais c'est Bah, un pour plomb, mais l'instant. Bon, c'est bref, juste enfin, que bref. c'est... Ça fait mal quand même. Ouais. Et il y a un truc de ouf dans ces films-là que j'adore, c'est les insultes. C'est un film pour enfants. Ouais. Espèce de petit merdeux. Ah, ta gueule. Voilà. Les années 90. Ouais, mais la VF, pour le coup, moi qui suis très VO, en effet, je l'ai regardé en VF l'autre jour, et la VS est magistrale. Ouais. La VF est magistrale. Version espagnole. Oui, ça, la VF. Et donc, du coup, après tout ce qui se prennent dans la tête, c'est à se demander comment ils peuvent être encore en vie à la fin du film. Il y a quelque chose de complètement surréaliste. Finalement, ils sont peut-être investis de super pouvoirs, les mecs sont immortels. Et donc, c'est grâce aux scènes d'action que ce film est bon. Parce que si on s'arrête sur certains dialogues, au début du film, on se rend compte quand même qu'il a pris un petit coup de vieux. La mère, par exemple, bah, c'est justement l'exemple même de ce que c'est que la charge mentale. C'est elle qui gère absolument tout. Alors forcément, quand les parents oublient leur fils, elle pense aussitôt que bah, c'est elle la pire des mères, quoi. Le père ne prononce à aucun moment le fait qu'il est un mauvais père. Et puis c'est la mère de Kevin qui remue ciel et terre pour retourner auprès de son fils. Papa est resté avec les enfants et a pris l'avion plus tard pour finalement arriver quasiment en même temps qu'elle, alors qu'elle a fait tout le trajet dans le camion d'un groupe de polka pour tenter d'arriver plus vite. Ce qui mène à une petite blague sur le fait qu'elle ne voulait pas attendre cet avion. Oh bref, chérie, si tu étais patiente, nous serions tous arrivés en même temps. Tu vois, il est toujours en vie. Après, Ouais, ça fait un peu le père qui arrive et qui est un peu moralisateur. Il arrive, il fait « Tu vois, c'est moi qui avais raison. Mais chérie, j'ai pris l'avion de vendredi. Tu te souviens, Moi, celui que tu ne voulais pas prendre? Moi, je pense qu'il fait la gueule, le père, parce qu'il est pas dans le titre, c'est tout. C'est pour ça. hein. Du coup, il veut pas sauver Kevin. Maman, Voilà, j'ai il raté s'en l'avion. » Et bah, tu t'occupes de lui. fout. Il les mettre dans le titre. Ah, les années 90. Oui, c'est ça. Ah C'est là là. surtout l'image d'une époque, on va dire. Voilà. Tout n'est pas rose aujourd'hui, mais il y a quand même eu du progrès. Hein. Donc, bref. Alors, pourquoi je regarde encore ce film presque 33 ans après sa sortie? Oui, parce que j'ai réalisé qu'il était sorti il y a 33 ans, quasiment. Et d'un coup, ça fait hyper mal. Ça fait hyper mal. Et bah parce que malgré tout, si on oublie ce que je viens de dire juste avant, ou plutôt si on décide d'en rien, ce film, il est intemporel. On ne s'en lasse pas. Il fait toujours autant rire les petits, comme les grands. Et donc pas besoin d'être un enfant des années 90 pour passer un bon moment devant Maman, j'ai raté l'avion. Exactement. Voilà. wow, c'est C'est trop vrai. mignon. Tu me donnes envie de le revoir. Ça fait Ouais. des Bah ouais. années que je l'ai pas vu. Bah, viens, on le revoit. Non, Brio, Allez, pas on fait une ensemble. pause, on y va. Allez. Mais j'avoue que ça faisait un petit moment que je l'avais pas vu. En le regardant justement, tout le début du film, je me suis dit « Ah merde, quand même, il y a des trucs sur lesquels je m'arrêtais pas avant. Ouais. Et aujourd'hui, je me dis « Bon, c'est un peu limite, quoi. T'as un peu de misogynie, t'as beaucoup de harcèlement. Tu te dis, c'est pas... » Mais C'est ça, pas c'est- ce qu'il faut ça- pour faire un bon film. non, Une pincée de misogynie. Non. Non, pardon. mais à la fin, t'as Je quand même plaisante. ce Surtout un truc de... Kevin. On est tous contents de retrouver Kevin et quand même, on a un peu été des cons Oui. avec lui. Oui. Donc t'as quand même une sorte de petite leçon... Ouais, de petite rédemption. Non, mais Ouais, c'est ça. c'est bien. En tout cas, c'est bien à regarder les films des années 80-90 pour voir le chemin qu'on a parcouru. Ouais, Ah, Parce ça, que c'est là, sûr, ouais. quand tu regardes les films d'aujourd'hui, quand tu regardes les films d'avant, quand tu regardes les films avec Harrison Ford, où il dit maintenant embrasse-moi et elle dit non, il dit maintenant embrasse-moi et elle dit non, puis maintenant embrasse-moi puis elle l'embrasse, c'est quand même vachement. Bah, comme dirait Forcément. Kyo, on a tenu la distance. Hein. Voilà. On a parcouru du chemin. Voilà.
Allez-y. Ça fonctionne sur moi. Ça fonctionne. Oui, ce film est quand même très très bien. Et l'album de qui aussi Très, très bon. C'est dans lequel? C'est dans celui-là ou dans la suite qu'il rencontre Donald Trump? C'est dans la suite. C'est dans le 2, ouais. C'est dans la suite. Comme quoi. Comme quoi. il est Moi, pas d'ailleurs, si j'ai bien, pas le du deux. tout parlé du 2, mais... Bah, Moi, t'aimes je m'en pas, du souviens pas du tout du 2. Non, j'ai quelques scènes en tête. Je pense que tu perds un peu la surprise du... Bah, de mémoire, c'est le même film. Oui. C'est la même chose. Sauf que c'est à New York. Enfin, oui, Il est voilà. tout seul à New York. Avec des nouveaux... Ouais. Et avec Donald Trump. Et avec Donald Trump. Bah, putain. Quel Bon, rien que pour ça, boycott. Incroyable caméo. Il savait qu'il fallait refourguer des armes à quelqu'un, il est arrivé. Mettre une entreprise en faillite, il y a Donald Trump. L'Amérique, mon pote. Merci beaucoup, Candice, De rien. pour ta chronique. Ouais, et toi, t'aurais pas une petite chronique pour nous? Moi, j'avais envie de revenir dans le passé et de vous parler de mon enfance. Oh. On est à la fin des années 90. Quand t'as parlé de ton passé, j'imaginais un truc genre 1700, un truc comme ça, tu vois. Je suis vieux, mais pas si vieux, Yann. Non, mais laisse tomber, il a pas le sens des Oui. dates. Laisse tomber, c'est un 2000. C'est un Oh putain, c'est un 2000. Allez, donc, nous sommes à la fin des années 90, pendant la période de Noël. Et alors que mes parents zappent pour regarder un film convenable, un choix s'offre à nous. C'est un des films préférés de ma mère, La vie est belle, de Frank Frank Capra, Waouh. sorti en 1946. À ne pas confondre avec La vie est belle de Roberto Benigni, qui lui est sorti en 97. Ou Plus belle la vie, qui est une série... Voilà, mon Dieu, non, comparer Plus belle la vie et La vie est belle, c'est pas possible. Quel enfer. Quel enfer. Pauvre Benigni. Mais ça s'est quoi. arrêté il y a pas longtemps. Ça va, je peux en Mais parler. ça va reprendre sur une autre Non, chaîne. Si, non, si, j'ai non, vu, non. j'ai vu. Non, non, arrête, arrête. Parle pas de malheur. Y a pas On besoin. est à Noël là. C'est pas un beau cadeau que tu m'offres, Thomas. Donc, on voit qu'il y a La vie est belle, et avec mon père, on souffle un peu. Lui, parce que c'est la 20e fois qu'il le voit, et moi, parce que à 9 ans, un film en noir et blanc, ça me saoule en fait. J'ai pas envie de regarder ça. Donc, on continue de zapper, et là, on tombe sur la scène d'un film. Et c'est un homme, à la calvitie naissante, qui est dans une salle de bain en débardeur, pieds nus, et le mec, il sourit. Et pendant ce temps-là, il plie les orteils sur un tapis. Il se lève, récupère son portefeuille, et l'ouvre sur une photo de ses enfants. Il sourit encore. Alors là, il essaye de passer un coup de fil, mais ça marche pas. Et là, boum! Explosion, des tirs dans tous les sens, des gens qui crient, qui hurlent, des gens qui parlent en allemand. Bref, ça tire dans tous les sens, la totale. Et je ne le sais pas encore, mais je viens de poser les yeux sur ce qui deviendra mon film de Noël préféré. Et il parle un peu comme ça. Et il parle comme ça. Et il est piégé dans du cristal. Donc pour ceux qui n'auraient pas encore deviné, je parle évidemment de Die Hard, ou encore de Piège de cristal en français. Encore une fois, Encore les une fois. traducteurs. Encore une fois, ouais. Ah oui, c'est Ah, les années 90. Qu'est-ce qu'ils ont fumé, C'est quoi. pas ce que ça veut dire, Die Hard. Non, mais les mecs devaient faire des paris, tu sais. Ils avaient un chapeau, ils mettaient les noms les plus loufoques possibles, et celui qui Ils faisaient une tirait partie de gagnait un truc. Scrabble. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc Die Hard, c'est un film sorti en 1988 et réalisé par Jock McTiernan. Comment John McTiernan. Désolé. On y suit l'inspecteur John McClane, donc joué par Bruce Willis. C'est un flic new-yorkais qui débarque à Los Angeles, invité par sa femme Holly pour fêter Noël. Mon Dieu, Oli. Quoi Jeu de mots avec le fait Non. que c'est vacances. Ah, Holiday, C'est Noël, peut-être. Holiday. Bon, J'y avais peut-être pas qu'ils pensé, mais avaient... complètement. peut-être qu'ils avaient pas d'inspi pour le prénom. Peut-être qu'il l'invitait vraiment au lit. Allez. Ok. Ah là là. Et évidemment, tout va pas se passer comme prévu. Vous sentez le suspense qui monte? Un chauffeur nommé Argyll l'amène à la Nakatomi Plaza. J'ai réussi du premier coup. La tour où travaille sa femme pour y passer le réveillon. Et après avoir dit au chauffeur d'attendre dans le parking, McClane rentre son nom dans un ordinateur. Ouh, technologie, on voit bien Oh, que- le futur. Ils ont vraiment filmé l'écran en disant vous voyez ce qu'on peut mettre dans un film? On peut mettre des ordinateurs, tu peux écrire sur l'écran. Le budget du film. Et du coup, il essaye de valider l'invitation en mettant son nom de famille, mais il se rend compte que sa femme, elle utilise son nom de jeune fille. Alors là, John, il est perplexe. Il comprend qu'il y a de l'eau dans le gaz et que sa relation bat sérieusement de l'aile. Il grimpe rapidement pour s'entretenir avec sa femme, qui est bien trop occupée à gérer la fête et à essayer de repousser les avances d'un gros lourd sous coke, comme on les aime. Un peu épuisé et saoulé par tout ça, il va dans une salle de bain pour se rafraîchir. Et là, plan sur un camion qui entre au parking de la tour. Des hommes armés en sortent, menés par Hans Gruber, joué par Alan Rickman. Incroyable. Ils font sauter les moyens de communication et alors que McClane est dans la salle de bain à se masser les plantes des pieds, ils prennent en otage les employés présents à la fête. L'inspecteur new-yorkais arrive à s'éclipser pour tenter de les abattre un à un. On apprend alors que ce n'est pas une simple prise d'otage, mais que les
terroristes, dit entre guillemets, sont là en vérité pour dérober 640 millions de dollars contenus dans un coffre ultra sécurisé. C'est une belle somme. C'est une très belle somme. Ça Et donne du- envie, hein. Ouais. C'est un bon cadeau de Noël. Franchement, Bah ouais. 640 millions de dollars, moi je le fais. Je pense. Qu'est-ce que tu ferais avec 640 millions de dollars? Je peux pas le dire. Allez. Déjà, tu les mets sur un compte J'achèterais offshore. un coffre ultra sécurisé pour mettre 630 millions de dollars. Et un ordinateur à l'entrée pour mettre ton nom de famille dessus. Exactement. Et donc, la suite, regardez le film. Genre vraiment. Ah oui. Et je veux pas vous entendre dire, mais c'est hyper cliché, on l'a vu 1000 fois. Ouais, mais oui, c'est hyper cliché, on l'a déjà vu 1000 fois. mais oui, c'est hyper cliché. Oui, on l'a vu 1000 fois. Mais ce qui est hyper intéressant avec ce film, c'est que c'est le premier à faire ça. Et c'est Bruce Willis. Exactement. Vraiment, ce film a révolutionné son genre et a ouvert la voie à tous les autres films d'action qu'on connaît. C'est super rythmé. Les personnages sont très marqués. Il est impossible de confondre les méchants avec les gentils. Il y a des scènes d'action spectaculaires, des bourre-pifs à tour de bras, des munitions tirées à outrance, des explosions dans tous les sens et un humour bien typique des films d'action. Des punchlines mythiques. Par exemple, Yippee-ki-yay, motherfucker. Je l'ai bien dit? Super. Fais Et voir, ça, dis John L'accent Mac quelque chose. était parfait. John McClane. Oh, Ah, putain, yeah. le Je boss. vais découper ce moment et le mettre au début. Et en vrai, ce film, il reste intelligent. Chose de plus en plus rare pour les actionneurs aujourd'hui. Par exemple, la scène où le grand méchant Hans fait signe à un de ses sbires de tirer dans les vitres des bureaux quand il s'aperçoit que John McClane est pieds nus, ça paraît con, mais non en fait. Et ça va l'handicaper une bonne partie du film. Fusil de Tchekhov, Exactement. très bien utilisé. Et si vous voulez un dernier argument, l'AVF. Mon Dieu, l'AVF, elle est incroyable. Les punchlines sont si savoureuses dans la bouche de Patrick Poivet qui double le héros. C'est simple, j'ai beau l'avoir vu en VO plusieurs fois, je peux pas m'empêcher de mettre le passage où il se cache dans les conduits d'aération et qu'il dit « Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête !» Bon, je le ferai jamais aussi bien que lui, mais ce moment à chaque fois me fait délirer parce que je me dis « Mais comment tu peux dire ça dans un studio avec cette voix-là et que tout le monde dise « C'est ok, on le verra. » Vraiment, c'est vraiment trop bien. Bref, voyez ce film, c'est un must et c'est la genèse de tout bon film d'action. C'est dispo sur Disney+, et c'est quand même bien mieux que tous les téléfilms de M6 et TF1 réunis. Voilà. Mais Patrick Poivet, il est trop fort. Quand tu regardes un film en VO avec Bruce Willis, en fait, Bruce Willis, tu te rends compte qu'il joue pas si bien que ça. Enfin, moi, c'est mon avis. Alors, Piège de cristal, il joue bien dans Piège de cristal. Non, mais en fait, il est trop C'est premier vraiment degré, un tu vois. Oui. Là où Patrick Poivet, il lui apporte un truc de la blague, tout ça, Ouais. avec sa voix. Enfin, Ouais. moi, je préfère voir Bruce Willis en VF quand c'est Patrick Poivet qui le double, parce qu'il est trop fort. Ouais, ouais. Trop fort. Je suis tout à fait Et d'accord. Die Hard, c'est un film incroyable. Hein. Oui. Vraiment, si vous ne l'avez pas vu. Un Die Hard, Mais deux je Die l'ai Hard, découvert trois. cette année, moi d'ailleurs. Alors, 1 et 3 1 et sont 3, incroyables. le Le 2, 2, il est bien. merde. Le 4, c'est une blague. Et alors, le 5, c'est On même n'en pas, parle pas. c'est même pas Poivet qui fait sa voix. Ah, Ouais. bah, Je l'ai entendu, j'ai fait, mais c'est quoi ce film en fait? on- Et je suis passé à autre chose. Je pense que Poivet, il a dit la même chose, c'est Oui. pour ça que tu l'as pas doublé. Eh ben, merci beaucoup, Hugo. Avec plaisir, tu déconnes ou pas? Merci, Hugo, c'était super. c'est la J'adore faire 5e cette fois vanne. que tu le fais, c'est la J'adore 5e faire cette vanne. émission. Et j'arrêterai jamais, d'accord? Thomas, Oui. est-ce que t'as une petite chronique? Bah oui, moi aussi j'ai une chronique. Ou est-ce que tu as une petite chronique ou est-ce que tu as une grande chronique? Ça dépend, c'est comme tes actus ou pas? Non, c'est plus petit, je vais aller directement à l'essentiel. J'ai l'impression que ça bâche ici. Pas de bashing, pas de bashing. Pourtant, je fais pas de basket. Tu t'appelles pas Kevin, hein? Allez, voilà. Donc oui, ma chronique, Noël, c'est les bougies, le sapin, la famille, les fêtes, les repas ultra longs et surtout toutes les mièvreries qu'on peut voir dans tous les téléfilms de Noël. On en a déjà parlé, qui passent sur TF1, sur M6, partout, même sur W9, sur TMC, sur tout ça. J'en ai marre, je veux plus voir ça, même sur les plateformes, sur Netflix, c'est pas possible, j'en peux plus. Ça va, papa? Ça va. Pas content, Pas pas content. content. Ça fait partie du truc de Noël, mais moi, ça me plaît moins. Et vous commencez à me connaître, chers auditeurs, vous me connaissez autour de la table. Moi, j'aime bien les histoires un peu plus sombres. Les contes, par exemple, oui, les contes de Noël avec grand plaisir, mais plutôt ceux de Grimm, de Perrault ou de Dickens. Mais j'aime aussi les comics, ça on en a déjà parlé, hein, DC Ah bon Comics et compagnie, oh là là. Oui, je suis le giga geekos. Et ça tombe bien parce que j'ai un comics de Noël que je me refais tous les ans à cette période, et ça s'appelle Batman Noël. C'est un comics qui est scénarisé et dessiné par Lee Bermero et qui est sorti en 2012 en France. Et en gros, il revisite à la sauce DC Comics le conte A Christmas Carol de Charles Dickens, aussi appelé en France Un chant de Noël ou Le drôle de Noël de Scrooge. Il y a eu une adaptation Qui est trop bien. par Robert Zemeckis, c'est ça Zemeckis, qui est sorti en 2009 et qui est disponible maintenant sur Disney+. Parenthèse fermée. Et en fait, le comics Batman Noël reprend la structure du conte,
Donc on a Scrooge, un gars qui est très antipathique, méchant, un peu avare, qui pourrait avoir des grandes oreilles pointues et porter une cape, par exemple. On a le premier visiteur du passé, et ensuite, les 3 fantômes des Noëls passés, présents et futurs. Et ce que fait Lee Bermero, c'est qu'il transpose ces personnages dans la Gotham de Batman. Et ce comics, pour moi, il a une saveur toute particulière parce que c'est le premier comics que j'ai lu, que j'ai reçu, parce que c'était un cadeau qu'on m'a fait à Noël. Mais oui, donc du coup... La Madeleine de Proust. Voilà, et je me le fais tous les Noëls parce que à chaque fois, le comics, non seulement il est bien, mais en effet, il y a un petit quelque chose qui vibre en moi. Et c'est la première fois que Lee Bermero, il officie en tant que scénariste, et il nous offre un Batman qui est très sombre, très aigri, très antipathique. On a l'habitude de voir Batman comme ça, mais en général, Batman, il fait ça pour faire le bien. Il est violent, il va casser des gueules, mais il va pas tuer, etc., etc. Là, on le voit s'acharner contre un pauvre gars, un petit gars qui travaille pour le Joker, mais il l'a pas choisi. Il fait pas ça pour le kiff, il fait ça parce qu'il a besoin de thunes, il a besoin de bosser, il a besoin de bouffer. Et que sa famille, pour l'instant, sa femme, elle est pas là, il a juste son petit gamin. Enfin bref, c'est un petit peu tristoun tout ça. Et après, il va y avoir le Scrooge Batman qui va rencontrer ces différents fantômes des Noëls passés, présents et futurs. Et c'est assez incroyable. Les images, elles sont très belle. J'adore le concept. C'est un dessin. Ouais, le concept est vraiment très cool. Hyper intéressant. Ouais. Les images sont vraiment magnifiques. Lee Bermero, c'est l'un de mes dessinateurs préférés. C'est aussi le gars qui a fait le comics Joker. Et en fait, il a quelque chose qui est très cinématographique. Autant dans l'agencement des cases que dans la manière dont c'est raconté. Par exemple, le début, t'as vraiment l'impression d'être comme dans Spider-Man Into the Spider-Verse, que ça bouge. Je me fais vraiment la scène d'ouverture, je vois vraiment Batman arriver sur les toits de Gotham, courir sur la neige qui crisse, etc., foncer directement sur le pauvre petit Bob Cratchit qui s'en prend plein la gueule, malheureusement, et devant cette Gotham enneigée, lumineuse. Enfin, moi, je me fais ces images-là à chaque fois. Je trouve que c'est incroyable. Les éclairages et les ambiances sont folles. Lee Bermero, il a une patte vraiment qui lui est propre, et c'est très cool. Le comics est plutôt court. 122 pages, ça peut se faire ça va. en une soirée de Noël, par exemple. Il est en couleur, il est en noir et blanc. Il est en couleur, tout est en couleur, et comme dit, le côté éclairage et ancrage, c'est pas forcément lui qui le fait, c'est une collaboratrice, j'ai plus son nom en tête. Franchement, c'est un comics, comme dit, qui se lit très vite, 122 pages, ça se lit bien, c'est un merveilleux cadeau. Si vous êtes en galère de cadeaux et que vous savez qu'il y a un petit gars qui aime bien Batman, ou une petite fille d'ailleurs, qui aime bien Batman. C'est pour tous les âges ? C'est... Ou tu dirais pas commencer avant un certain âge quand même ? 12 ans, allez, 13 ouais, ans, c'est ça, un petit... Ouais, c'est ça. 11-12 ans, ce serait bien. Moi, je l'ai eu à peu près à cet âge-là, et ça va. Enfin, parce que c'est... Le conte de base est quand même très sombre et très violent. Là, c'est dans l'univers de Batman. Alors, c'est aussi très sombre, notamment le passage du fantôme des Noëls futurs. Je vais pas dire quel personnage c'est, parce que c'est un moment assez impressionnant, mais t'as tout un passage où Batman se fait traîner sur le sol, etc. Et tu te dis, ah mais ok... mais mon super-héros... Mais il a pris cher, là, Batman. Ouais, c'est vraiment le cas. Mais oui, du coup, c'est un merveilleux cadeau. Donc, tant pour un érudit, quelqu'un qui connaît déjà Batman, etc., et qui veut découvrir une autre histoire. Un érudit de Batman. Le terme me termine. J'espère que ce sera un métier un jour. Historien spécialisé en Batman. C'est ça. Eh ben, il y a autant pour les historiens, si vous voulez, que pour une toute première découverte. Petit tips aussi, c'est à écouter avec la bande originale du jeu vidéo Batman Arkham Origins, donc le jeu vidéo qui est vraiment à part dans la saga vidéoludique d'Arkham et qui est le moins bien, on va pas se mentir, mais qui a l'avantage de lui aussi se passer pendant les fêtes de Noël. Et le thème du Joker fait référence à une autre musique bien connue, Carol in the Bells, qu'on peut entendre aussi, il me semble, de mémoire dans Maman j'ai raté l'avion. Il me semble. Enfin bref, c'est un thème de Noël très très connu. Et ce thème-là est parfait pour la rencontre avec le fantôme des Noëls futurs. C'est incroyable. Bref, écoutez ça. C'est trouvable dans toutes les bonnes librairies. Pardon. Voilà. Qu'est-ce qu'il allait dire ? Fatigué. Et c'est publié par Urban Comics, Batman Noël de Lee Bermero. Voilà, j'en profite pour faire un petit hommage aussi à la série Batman de 1992. Incroyable elle aussi. Puisque le premier épisode de cette série commençait par un par un épisode spécial Noël où justement le Joker, le jour de Noël, s'échappe et prépare un Noël tout particulier à Batman. Et regardez la suite. Il est vraiment sympa et bienveillant, le Joker. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes.
Ah, en vrai, il n'y en a pas tant que ça. Si tu prends d'autres Il animés, y a 70-75 épisodes, je crois. C'est pas beaucoup. Bon, Hein. ça va. ça va. Qu'est-ce qu'il est bien, cet Mais anime. c'est incroyable. C'est génial. Ouais. Et Richard Darbois, encore une fois, on est en Bah retard, oui. qui joue Ouais. Batman. J'ai l'impression que tout est lié. Tout est lié. Eh ben, merci Bah, beaucoup, merci. Thomas. Merci mon Toto. Voilà. Oui, bah moi écoutez, visiblement, comme le reste des personnes présentes dans cette pièce, je suis pas du tout film de Noël. Moi j'aime pas quand ça parle de sapin, quand ça parle de cadeaux ou de dîner de famille. D'ailleurs, bah j'en ai pas de film de Noël. Et je suis pas du tout un... J'ai cru que t'allais dire que j'avais pas de famille. aussi j'ai cru que t'allais dire ça. Je n'ai pas de famille. D'ailleurs, bah, j'en ai pas de famille. Oh là, Yann, ça va? Mais si, j'ai une famille. Mais justement, pendant ces Noëls en famille, il y a toujours un petit moment, donc au milieu de ces grands repas, de cette bonne humeur, où j'aime bien me casser, aller m'enfermer dans ma chambre pour m'isoler devant un jeu bien glauque, comme un bon geek asocial. Mais pas devant n'importe quel jeu, je vais m'enfermer devant Ring of Pain, le cercle de la douleur, un jeu qui, vous verrez, n'a aucun lien Oh, waouh. avec Noël. Joyeux Noël, ouais. Ouais. Ouais, mais jouer, ouais. c'est un petit rituel que je me fais. Et donc, comme pour boucler la boucle, j'y retourne à chaque Noël sur ce jeu au visuel vraiment prenant et au concept plus que sympa. Donc, vous me direz, qu'est-ce que c'est Ring of Pain? Pourquoi tu m'en parles? Alors, c'est Mais un jeu... Attends, mais qu'est-ce que c'est Ring of Pain? Eh ben, Et pourquoi alors, tu m'en parles c'est un- Oh, alors, c'est un jeu... Troisième. C'est un jeu développé par Twice Different et sorti officiellement en 2020. Moi, je l'avais chopé quelques années auparavant en bêta. Mais il est Bah, dispo... bravo. Légalement, il est dispo sur Switch, Xbox One et Windows Mac. Et donc Ok. c'est un malin mélange entre un jeu de cartes et un roguelike qui se joue tour par tour. Bon, pour les novices, Ouais, moi un j'ai rien roguelike, compris. alors un roguelike c'est un style de jeu où t'explores un donjon et où tu terrasses des monstres et quand tu meurs, bah tu recommences à zéro. C'est comme The Binding of Isaac. Exactement, qui D'accord. est un jeu exceptionnel aussi. Hades. C'est... Ou c'est Hades. ça. Ouais. Ou bien sûr. Hades, ou D'ailleurs, récemment Silence of the Lamb, je crois. Ok, oui, d'accord, c'est aussi ça. exactement. Ok. Et donc en gros, un étage du donjon se présente sous la forme de cartes en cercle que tu vas explorer en te baladant de l'une à l'autre. Certaines cachent des créatures, certaines des objets, des bonus ou des malus. Et donc au fil de l'exploration, vous allez vous construire un véritable équipement d'aventurier avec ce que vous allez trouver. Un équipement que vous allez pouvoir adapter à votre style de jeu, plutôt magicien, guerrier, voleur, ou tout mixer si vous êtes indécis. Et donc, durant votre épopée, vous allez aussi rencontrer des personnages à qui vous choisirez de donner ou non votre confiance. Est-ce qu'il est bon de faire affaire avec ce marchand au corps désarticulé? C'est pas brieux. Faut-il écouter les conseils de cette voix, cette ombre qui hante votre tête? Et que veut ce hibou aux orbites creuses qui vous fait des présents mais semble attendre quelque chose de vous? Brieux ne s'en remet pas. Donc Ring of Pain, c'est un genre de balade en plein cauchemar où je passe des Noëls assez sympas. Ouais. Les Oui. dessins sont... Parce que vraiment, pour arrêter un repas de Noël, aller dans sa chambre et dire je jouais à Ring of Pain, c'est que vraiment. Non mais faut savoir que ça met une bonne ambiance parce que moi voilà, Il j'ai mon se cousin lève, qui va me il rejoindre, fait j'ai un mon doigt à frère. tout le monde et il va jouer à son truc. C'est juste à un moment donné, il en peut plus d'entendre Jingle Bell et Oui, du c'est coup, il monte dans sa chambre. Maria Carey. Exactement. Ça vous permet de vous construire cette petite bulle de Noël. Et donc voilà, comme je disais, c'est un genre de balade en plein cauchemar avec des dessins magnifiques, un style très particulier, dérangeant. Vraiment, c'est presque malaisant parfois quand vous regardez les dessins qui sont vraiment super weird. Et les ambiances, les bruitages, les musiques qui se marient super bien avec l'ambiance générale. On est vraiment au milieu d'une atmosphère sale et on espère que notre pauvre gaillard va pouvoir s'en sortir indemne. Mais bon, vu la dégaine des locataires du donjon, c'est mal parti. Et d'ailleurs, c'est un scénario plus qu'improbable dans lequel vous allez vous balader, qui vous conduira très régulièrement à la mort, donc vous obligeant à recommencer à zéro. Et d'ailleurs, ça va que la rejouabilité du jeu est super clean, puisque les cartes sont rebattues donc à chaque nouvelle entrée dans le donjon, vous donnant une expérience qui n'a rien à voir d'une fois à l'autre. L'équipement ne sera pas le même, les ennemis ne seront pas le même, il y a une panoplie d'ennemis qui est vraiment colossale. Et en plus, il y a des fins alternatives qui vous forceront à prendre des décisions sur quel boss final vous allez affronter. Et bon, je vous en dis pas plus parce que vous spoilez la fin maintenant, ce serait un peu dommage, sachant que avant d'arriver à la fin du jeu, vous allez devoir parcourir le donjon un petit moment. Et donc, outre son esthétique, ce qui fait de Ring of Pain un bon jeu, c'est sa manière de rythmer l'aventure. Les combats ils sont rapides, dynamiques, et parfois une seule décision peut entraîner des conséquences en chaîne. Il faut réellement penser à des stratégies lorsque vous commencez à aborder un nouvel étage du donjon, et réfléchir à la complémentarité de l'équipement que tu portes. Comment l'utiliser au mieux. Puis il faut aussi apprendre à combattre les monstres, etc. Enfin bon, vous avez l'habitude
de jouer à des jeux. Enfin, si vous avez l'habitude, en tout cas, il n'y a rien non plus de complètement novateur. Il arrive aussi d'ailleurs que dans le jeu, on se retrouve genre pris en embuscade par des monstres ou pour chasser un monstre qui se barre avec tout l'équipement de la pièce du donjon. Et ça arrive aussi qu'on se retrouve forcé à abattre des chiots qui n'avaient rien demandé mais qui feraient un super manteau de fourrure. Mais c'est horrible. J'en profite, papa, maman, si vous passez par là, voilà une super idée pour mon cadeau de Noël. Il adore Noël. Bref, Vraiment, en tout cas, ils adore réussissent Noël. le pari de tenir un bon rythme sur un jeu dont le concept veut pourtant jouer sur les répétitions. On parle quand même d'un cercle. Et en tant que joueur, se dire que revivre la même boucle peut être fastidieux, bah là, c'est tout le contraire. Parce que la boucle va évoluer à chaque décision, qu'à chaque fois que vous allez y retourner pour réparer ce que vous avez raté, et ouais, ça vous donne envie d'essayer de rebriser ce cercle, rebriser la boucle, de rebriser ce cercle de la douleur, mais en vain pour les 3/4 du temps. Et d'ailleurs, la mort de notre personnage fait elle-même partie du cercle, puisque chaque mort vous apportera quelque chose, des nouvelles compétences débloquées, etc. Et donc, en plus, pour parler un petit peu de l'intrigue, c'est une belle énigme qui est agréable à résoudre, mais si je dois y reprocher quelque chose, je trouve que ça manque un poil de développement. On nous présente plein de personnages super énigmatiques, et malheureusement, on restera sur beaucoup de personnages sur notre fin. D'accord. On manque un peu de réponses. Ils ont créé beaucoup de mystères, mais tout n'a pas de réponse. Ah oui, c'est Lost, quoi. Non, on n'est pas là-dessus non plus, mais... C'était un rêve. Ah bah, Mais oui, mais c'est bien sûr. ça m'aurait pas tellement étonné à la fin que le personnage se réveille. Mais où est-ce que je suis? Sur une vieille table de taverne. Tu sais. Ah, je vous sers quoi? Vous vous êtes endormi? Pays de Galles indépendant. Mais bon, voilà. Et aussi pour rester sur les petits défauts du jeu, je dirais que parfois, sur certains lancements, on peut tomber sur des mauvaises combinaisons d'équipements, d'ennemis, etc. Ça vous laissera aucune chance sur la suite. Vous allez quasiment forcément décéder dans les plus brefs délais. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça fait aussi partie, à mon sens, du petit plaisir sadomaso de le relancer à chaque Noël. Et puis pour un roguelike, il n'y a rien de surprenant, encore une fois. Mais voilà, donc si à Noël vous voulez vous évader l'espace d'un instant du massacre de ce pauvre chapon, fuir ces chocolats trop gras, et ben je vous recommande Ring of Pain. Les parties sont courtes, vous permettant d'en relancer une entre chaque tartine de foie gras. Vous pourrez combattre des monstres, faire ami-ami avec d'adorables grenouilles, mais surtout vous faire souffrir un peu en cette période de fête. Mais tu m'y avais déjà fait jouer Ouais, à je t'avais ce fait jeu. jouer Et c'est vrai qu'il était super sympa en fait, parce que la partie elle peut durer 2 minutes comme 1h30 j'imagine. Non, pas 1h30, faut vraiment être mou pour Ouais. 1h30. Ah. Je dirais que sur les parties sur lesquelles j'ai réussi à finir le jeu, tu peux y mettre entre 30 et 40 minutes. Ouais, voilà. Mais Ok. Mais moi j'avais fait des parties de 5-10 minutes parce que j'y connaissais rien et je mourais très rapidement. Mais en fait, le jeu, même quand on est débutant, il commence avec une difficulté toute tranquille et je me souviens te dire, mais il est hyper facile ton jeu et tout, et je commence à jouer et au bout de 5 minutes je suis en sueur en train de regarder les choix que je pouvais faire. T'arrives à l'étage 5 du donjon, Oui, il y en a c'est ça. 20 et t'es là genre où Exactement. est-ce que j'ai fini là? Ouais, donc ouais, c'est un très bon jeu qui donne envie. Et vraiment, allez juste taper le nom sur internet et regarder le design de la chouette, c'est terrifiant. Mais moi, je peux pas, hein. Je peux pas regarder des trucs comme ça à un moment donné. J'ai un souvenir d'un Noël déjà où j'ai fini par regarder Chucky. Il faut savoir que je devais avoir 5 piges ou un truc comme ça. Je me suis retrouvée Vous savez, c'est vraiment les images à l'ancienne. On avait une sorte de petite salle de jeu avec un canapé tout pourri que tu déplies que quand il y a trop de monde à la maison. Et on avait une mini télé à tube cathodique. Et donc, du coup, je sais pas pourquoi il y avait Chucky qui passait à la télé ce soir-là. Je dormais avec ma petite poupée et je l'ai balancée à travers la pièce. Je peux pas. Donc, tu me fais regarder une chouette sans yeux. Regarder Chucky. Mais non, c'est juste que tout le monde était couché, que moi j'avais allumé la télé, j'étais tombée dessus. Espèce de psychopathe. Ouais, peut-être. Ah, t'aurais dû jouer à Ring of Pain, voilà. Bah ouais. Conclusion. Un jour de Noël, alors Non, et t'es puis en je suis trop famille. une rageuse, je peux pas jouer à ça. Il a Ah, viré son justement, assiette il brise devant un peu lui, la il a rage. posé son PC. Faut que je joue. Ta gueule, mamie. Après, Yann. si c'est Il le a- 3e long repas Oui. en l'espace de 1 jour et demi, Oui. au bout d'un moment, t'as envie un peu de flinguer tout le monde. Non, mais Ouais, finalement, désolé, tu vois. désolé papa, maman, Marlène, tout le monde, hein, mais des fois, voilà quoi. J'avoue tout ce soir. Noël, je suis pas là. Non, mais tu vois, justement, au début, je m'enfermais, je regardais ça tout seul. Enfin, j'y jouais tout seul. Et puis après, il y a mon petit cousin qui est venu, qui a fait oh putain, c'est sympa. Et puis qui a commencé à regarder. Et puis à jouer aussi. Puis il y a mon frère qui est venu.
Et puis, et voilà, C'est bon beau, moment ça en te fait des famille. bons moments. Devant un jeu horrible qui s'appelle le cercle de la douleur et faire jouer son petit cousin de 8 ans au cercle de la douleur, il n'y a pas plus beau Ouais, cadeau de Noël. Depuis, t'es devenu son cousin préféré, du coup. Non, son cousin le plus... Hey, La tristesse. il fait des cauchemars. Quand il pense à moi, c'est des mauvais moments. Eh ben, merci beaucoup en tout cas Yann pour ta chronique. Avec plaisir. On va passer maintenant au reco, si vous le voulez bien. Oui. Vous me dites si vous voulez pas. Bah si, avec plaisir. J'accepte. Je me débrouille. Candice, Oui. est-ce que tu as une petite reco pour nous, Ouais, s'il bah te alors plaît elle est pas dans le thème de Noël, mais peu importe, vu que je suis dans les films que j'ai re-regardé, et bah l'autre jour, j'ai maté Roméo plus Juliette. Et alors c'est pas juste un film de meuf, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu... Non, il y a... Quoi, c'est ça à quoi je pensais, je Désolée. me suis dit, je vais me Non. faire défoncer si je dis Et ça. bah franchement, je... T'inquiète pas, ça va bien se passer. Peut-être que mon point de vue est biaisé parce que je suis une meuf et donc du coup forcément, mais je suis pas d'accord, je trouve pas. C'est une adaptation de Roméo et Juliette qui pour moi est fantastique, magnifique. Juste l'ambiance, on est projeté dans un quartier de Los Angeles, Verona Beach, donc l'adaptation de Vérone si vous voulez. Chez Shakespeare. Et donc, on a toujours cette histoire de Montaigu et Capulet, deux familles riches qui ne peuvent pas se blairer. Et la jeunesse, du coup, ne peut s'empêcher de s'en mettre plein la tête. Et donc, du coup, on est dans les années 90. Chemise à fleurs, des gros guns de partout, des soirées complètement déjantées. Et un rythme effréné. Ah ouais, le montage au début, c'est crise d'épilepsie. Ouais, mais justement... Les 5 premières minutes. L'enfer. Et après, Non. en fait... Je trouve que c'est du génie, parce que justement, quand on connaît pas ce film, les 5-10 premières minutes, même allez, peut-être 15 minutes, ça vraiment un rythme effréné, les images qui s'enchaînent, le montage, enfin le monteur, ouais, il fallait pas qu'il soit épileptique, hein, parce Ah, que... le mec, il a trébuché sur son clavier. Et après, il y a le réel qui est passé derrière, il a fait... Mais en Bien, fait, ça. en fait c'est trop fort, hein, parce que ça te montre la folie de cette époque, ça te montre la folie de cette ville, ça te montre l'hérésie, entre guillemets, du comportement de ces deux familles qui se déchirent, et tout se calme quand Roméo et Juliette se rencontrent. Incarnés par Leonardo DiCaprio et Claire Danes. Et alors, le casting de ce film est juste fou. T'as pas un seul acteur qui joue mal dedans. Je trouve qu'ils ont été hyper bien choisis. Le Mercutio, enfin... Non, mais... La prestation, elle est DiCaprio, folle. 22 ans là-dedans. Ouais, c'est un gamin. Oui, alors, il bon, était d'accord, si c'est un frais. film de meuf parce que il est magnifique dedans. Juste, tu le vois, tu fonds. Mais Pas elle qu'un aussi... film de meuf, hein, je crois que Leonardo mais- DiCaprio jeune, ça peut intéresser. Non, Aussi mais quand je dis certains- un film je de suis super meuf, intéressé. c'est une connerie de genrer des films, entre guillemets, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'imaginaire des gens, c'est un peu le cliché des films les comédies d'adolescentes. romantiques, Voilà. Alors que... Sauf Pas du tout. le scénario qui est celui de Shakespeare, c'est une fois de plus une histoire qui est intemporelle. Ça fonctionnait à l'époque de Shakespeare, ça fonctionne encore aujourd'hui. On en prend tous plein la tronche, on pleure toujours aux mêmes endroits, on s'émerveille toujours aux mêmes endroits, on rêve d'avoir l'étincelle comme Roméo et Juliette l'ont. Et le chef-d'œuvre là-dedans, c'est que les comédiens, interprètent le texte original de Shakespeare. Ok. C'est-à-dire que c'est du vieil anglais. Au lieu de dire you, c'est thee et compagnie. Et donc, en plus d'avoir ce parler qui est fou, il y a un vrai brio dans l'interprétation parce que il respecte réellement les règles entre guillemets du théâtre shakespearien. Et donc c'est fantastique de voir Ce mélange d'époque, Ouais, un peu, ce genre c'est-à-dire qu'il y a vraiment le côté original où tu t'imagines les mecs avec une épée en train de se battre et en fait ils sont avec des guns et ils sont en train de se faire un billard ou ils sont sur la plage. Enfin, il y a un truc où t'as l'impression que c'est complètement décalé et en même temps c'est hyper actuel. Mais ce qui est super bien aussi, c'est que les acteurs, ils ont un super jeu parce que c'est des super acteurs. Mais en plus, on se rend vraiment compte d'à quel point le texte est beau. Ouais. Enfin, moi, quand je l'ai vu,
je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce qu'il écrivait bien, ce con. Ouais, Mais par pour- contre, pour le coup, faut le enlevez-moi regarder. DiCaprio, mettez-moi Vin Diesel dedans. Ah non, non. Non, mais The Rock. Qu'est-ce qui est plus fort que l'acier? pour le coup, je me permettrais de dire que la VO est vraiment importante parce Ouais. que c'est les mots de Shakespeare qui sont donnés. Et alors, en plus de ça, bon, je vais faire vite, je vais m'arrêter bientôt. Mais les scènes, il y a des scènes de Shakespeare, des scènes de Roméo et Juliette qu'on ne met jamais en scène. Parce que c'est des scènes qui sont beaucoup trop difficiles aussi pour les comédiens, parce qu'en plus ça doit être joué par des jeunes comédiens. C'est pour ça que je me vais me dire que les deux sont magnifiques dedans. Toute la scène du balcon, enfin, il y a une pause dans le temps. Elle est infernale cette scène. Ouais, Vraiment, elle est dure, tellement dure. Elle est dure à jouer. Et bah franchement, regarde Vraiment. Roméo plus Juliette, c'est au-delà d'être un bon moment, je trouve que c'est une leçon de jeu pour les acteurs. J'ai fait une petite dédicace à Serge Brinca, qui était notre professeur au cours Florent, qui est un super comédien aussi, et qui, en faisant travailler justement cette scène du balcon et d'autres scènes, disait mais c'est hyper dur à jouer ce truc-là. Parce que c'est deux jeunes qui tombent amoureux et ils doivent se battre entre guillemets contre leur pulsion physique et émotionnelle, et en même temps il y a une sorte de respect, de faire les choses dans l'ordre, etc. Bref, ce film est magnifique, réalisé par Baz Luhrmann, en 97. Ça fait partie des références aujourd'hui. Si vous avez du mal, par exemple, à vous intéresser au théâtre et à Shakespeare en particulier, et Roméo plus Juliette, c'est une super introduction à ces œuvres-là. Voilà. J'arrête de m'extasier. Tu savais que DiCaprio et Claire Edens, ils pouvaient pas se blairer sur le tournage? Et alors c'est d'autant plus dingue. Hein. C'est incroyable. Non mais il y a un peu cette légende. Vraiment, il y a un peu- ils pouvaient pas se c'est pas se très, voir. très fort. Il y a un peu cette légende que dans toutes les pièces ou dans tous les films où t'as Roméo et Juliette, ils sont tellement obligés de jouer l'amour, etc., qu'en général, les comédiens finissent ensemble. Du coup, c'est très drôle que tu dises ça, qu'ils pouvaient pas se Il blairer. me semble avoir vu ça qu'en fait ils pouvaient pas se voir les deux quoi. Ils tournaient leur scène mais c'était Franchement, ça se voit pas du tout. Ils sont magnifiques. Mais Bah, tous les personnages. Merci beaucoup, Candice. On va passer à Yann. Oui, tout à fait. Alors, moi, Rocco un peu spécial, c'est une genre de double mini Rocco. C'est un Rocco Siffredi. Ah, je l'ai fait. Ok. Alors, à ce moment-là, je peux faire ce genre de recommandation. Non, ce sera la fameuse spéciale Oh là. Saint-Valentin. On dirait une pizza un peu chelou. La pizza La spéciale. La Siffredi Mozza. Non, Oh là là, ça aussi, ça sera coupé peut-être. stop. Non. Très bien. Donc, je sais pas si vous avez vu, Netflix vient tout juste de remettre deux de mes œuvres animes favorites, Berserk et Parasite, donc les adaptations des mangas du même nom. Berserk, l'anime de 97, je précise, parce qu'ensuite il y a eu 3 films qui sont sortis plus tard, quelques années après, et Parasite, la Maxime, de 2014. Donc ils sont deux masterclass absolus et qui sont moi les œuvres qui m'ont mis aux animés. Et bon, certains savent le temps que j'y passe aujourd'hui. Donc pour faire court, Berserk, adapté du manga de Kentaro Miura, ça raconte l'histoire de Guts, donc qui est un guerrier hyper costaud dans un univers de dark fantasy. Et donc là, l'animé se concentre sur l'adaptation d'un passage précis du manga, pas le manga en entier, parce que de toute façon, il n'est pas fini et l'auteur est décédé, donc on ne sait pas s'il y aura la fin un jour. Mais donc c'est sur le passé du personnage, sur ce qui s'appelle dans le manga original l'arc de l'âge d'or, qui est incroyable, qui va vous fendre le cœur, et donc sur la rencontre de Guts, petit guerrier dans une période de guerre, qui va rejoindre une troupe de mercenaires, la troupe du Faucon, et leur leader, l'impitoyable et fascinant Griffiths. Et à côté, on a donc Parasite de 2014, une histoire qui n'a rien à voir, de Hitoshi, je crois, et donc qui raconte l'histoire d'un jeune lycéen un peu nul qui va un jour devoir se voir forcé à affronter des forces bien plus puissantes que lui, puisque des genres de petits parasites venus de nulle part viennent manger des humains. Et lui, en gros, sa main droite va se faire manger par un parasite et le parasite va devenir sa main droite. C'est un peu bizarre dit comme ça. Pas pratique, hein. C'est incroyable, c'est une grosse frappe, les musiques sont légendaires. Et d'ailleurs, je laisserai le soin à Hugo d'en rajouter une maintenant.
Voilà, c'était le moment C'était musique. hyper bien. Et, Ah ouais, putain, j'ai adoré cette musique. Et, Pas du tout. et donc ça parle de philosophie, ça remet vraiment en question l'humain et ce qu'on fait à notre pauvre petit monde. Voilà, ça parle philosophie, ça parle écologie, je vous le recommande 1000 fois. Ah bah, merci Trop beaucoup, Yann. bien. On va aller regarder ça. Il y a Ça me donne intérêt. très envie. Sinon, je vous envoie des petits parasites et guts chez vous. Brieux, Oui, alors moi je parlais aussi d'animation, mais je vais parler d'animation américaine. parce les que- mignons. Alors non, pas d'animation 3D, mais vraiment d'animation, dessin. Et parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis 2019-2020, sur Netflix, il y a pas mal de petites séries d'animation, parfois sorties inspirées de jeux vidéo, parfois inspirées d'autres choses, qui sortent. Comme Cuphead. Alors pas comme Cuphead, non, parce que Cuphead c'est assez particulier, mais effectivement, Cuphead est à part, mais effectivement il est sorti. Mais il y a aussi par exemple une série d'animation qui est sortie sur Tekken Bloodline, donc Tekken, Ah oui, le c'est fameux jeu de baston. Oui. Il y a aussi The Witcher, le cauchemar du loup, qui sort et qui parle de la jeunesse de Vézémir. Une série sur Dragon's Dogma, voilà, une série sur Dota, qui sont aussi deux jeux vidéo. Ah oui, Dota, oui, j'ai vu. Ou qu'il y avait encore ça. Dragon Age Absolution, qui parle de personnages qui sont dans l'univers de Dragon Age. Donc plein de séries qui ont en point commun d'avoir la même animation. Si vous avez vu, par exemple, Yann, t'avais vu le Cauchemar du Loup, c'est la même animation. J'en ai vu un paquet. Ouais. Voilà, ce sont des séries qui sont pas exceptionnelles, mais qui sont sympas à regarder. Vraiment, quand on n'a rien à faire, quand on travaille à côté, moi, ce que je me fais, c'est que je me dis, tiens, une série sur tel jeu vidéo, tel truc, ok, je vais regarder ça. Et c'est sympa à regarder, mais il y en a une qui se démarque du lot. J'ai une petite oui. question avant, désolé. Est-ce que c'est sympa à regarder même si on joue pas à ces jeux vidéo-là? Oui, parce que ça, en fait, si tu aimes bien le jeu vidéo, ça va te parler, mais les séries ne sont absolument pas basées sur le jeu vidéo. C'est-à-dire que c'est un univers, tu comprends pas tout forcément, parce qu'il y a des petites références au jeu vidéo, mais ça t'empêche pas de le regarder et de prendre un petit plaisir à le regarder. Bon, très bien. Voilà. Et puis l'animation est sympa, franchement. Et donc je disais, il y a une série qui se démarque un peu du lot, qui s'appelle Blood of Zeus, et qui est une série qui n'est pas tirée d'un jeu vidéo. C'est peut-être pour ça qu'elle est un peu mieux, je ne sais pas. On connaît tous la malédiction des gens qui adaptent les jeux vidéo en série ou en film. Bon, il y a Arcane qui est sorti l'année dernière, Voilà. qui est une masterclass, et la malédiction s'est arrêtée à ce moment-là. Hein. Ouais, voilà. Enfin, il y a eu Sonic. Ouais, t'as une exception peut-être. Ok, Il y t'as a eu gagné. d'autres choses. Voilà, n'entrons pas sur ce débat-là. Parlons plutôt de Blood of Zeus, puisque voilà, c'est une série qui a été réalisée par Charley et Vlas Parlapanide, qui sont américano-grecs, si je ne m'abuse, et c'est bien, puisque ça parle justement de mythologie grecque. C'est une série qui est sortie donc sur Netflix en 2020. Donc, et de quoi ça parle ? En pleine guerre entre les dieux de l'Olympe et les titans de la Grèce antique, un jeune homme de condition modeste nommé Héron découvre les secrets de son passé et devient le meilleur espoir pour vaincre une armée maléfique qui menace l'humanité. Alors, scénario tout à fait classique, mais ça fonctionne très bien parce que tous nos scénarios classiques de Dark Fantasy, donc tu parlais d'Heroic Fantasy, etc., La Seigneur des Anneaux, partent de base de la mythologie, de nos mythologies, et notamment de la mythologie grecque, et des combats des dieux sur les titans, les combats des dieux entre eux, etc. Exactement. Et donc c'est une série qui reprend fidèlement le lore, si vous voulez, la mythologie grecque. C'est très très bien étudié, c'est très très bien fait. Pour ceux qui adorent la mythologie, il y a plein de petites références qui disent « Ah mais oui, bien sûr, parce qu'il est le fils de machin. Ah oui, bien sûr, parce que voilà, il est l'époux de tel truc, etc. » Mais c'est bien modernisé et ça... c'est une histoire inédite, ça n'existe pas, le héron n'existe pas dans la mythologie, ou en tout cas je crois pas dans la mythologie grecque, donc c'est une histoire inédite, mais qui reprennent des personnages qu'on connaît très bien, pour ceux qui adorent God of War. Donc voilà, c'est une série qui est pas non plus incroyable, notamment, je citerai quelques défauts, par exemple des fois il y a des silences un peu incompréhensibles dans l'animation. Des silences que j'avais pas vus depuis Michel Strogoff en 1996. C'est-à-dire le personnage parle et puis il y a un petit silence. Et puis il y a un autre personnage qui parle et on se dit qu'est-ce qui s'est passé ? c'est pas un silence de voilà, c'est pas une mise en scène, hein, c'est vraiment on se dit Ils se sont plantés au montage, ils ont oublié un truc. Ouais, voilà, ou peut-être que je sais pas, ils sont peut-être un peu silence de sociétaire. Quoi. Oui, très voilà. inspiré par le silence. C'est très inspiré par la comédie française, on sait pas, mais voilà. Du coup bon.
Mais c'est quand même très sympa à regarder. L'histoire est très belle, très dramatique en fait, tragédique même, je dirais, pour ceux qui aiment bien ce genre de théâtre. Donc à regarder. Il y a c'est beaucoup de stéréotypes mais qui fonctionnent très bien parce que c'est la mythologie grecque en fait. Voilà. C'est-à-dire que l'homme tue une femme comme ça parce qu'il c'est un méchant et en fait il se rend compte que c'est la femme qui l'a tué, c'est sa mère. Et là tu te dis d'accord, c'est bizarre. Ce serait bizarre dans un film qu'on regarderait aujourd'hui, mais pour la mythologie grecque, ça fonctionne bien. Ça passe. C'est ça dans toute la mythologie grecque. Exactement. Donc, et donc voilà. Alors regardez-là, si vous aimez bien ce genre de choses, je vous les conseille. Puis je vous conseille aussi les autres, pourquoi pas, si ça vous intéresse, si vous aimez bien les jeux vidéo, ou si, comme Candice, vous êtes curieuse, allez-y. Merci beaucoup, Brieux. Trop mignon. Thomas. Oui. Est-ce que tu as une reco pour nous? Oui, j'en ai même 2, mon capitaine, mais qui sont complémentaires. Je vous jure que je prendrai pas longtemps. C'est sur Batman? Non, pas du C'est tout. chronométré. Tu as 37 secondes. Pas du tout. Je veux parler du Pôle Express et du Drôle de Noël de Scrooge, parce qu'ils sont réalisés par la même personne, par Robert Zemeckis, et en fait, ils font partie d'une espèce de trilogie qu'a fait Robert Zemeckis, une trilogie autour de la performance capture. Pour revenir rapidement sur la performance capture, c'est l'évolution de la motion capture, donc l'enregistrement des mouvements par des caméras et remis ensuite sur ordinateur. C'est très utilisé, c'est une technologie qui est très utilisée dans les jeux vidéo ou dans les films comme Avatar qu'on a maintenant. Et donc du coup, c'est lui qui a initié notamment avec, c'était toute la période parce qu'il y a eu aussi le SDA qui a initié ça, etc., etc. Mais il a initié la performance capture où on enregistre en fait vraiment la performance des acteurs. On n'enregistre pas seulement leurs mouvements, on enregistre aussi leurs mimiques, les têtes qu'il y a, etc. Par exemple, Smaug dans Le Hobbit, il a été enregistré en performance capture et c'est lui qui fait... C'était pas prévu, c'est Benedict Cumberbatch et c'était pas prévu que ce soit en performance capture. Ah ouais, ok. C'est juste qu'il jouait tellement bien les expressions que Peter Jackson a dit on va faire ça. Il a raison, le meilleur dragon du cinéma. En même temps, Le making-of, allez voir le making-of où il joue Ouais, Smaug, il est on le terrifiant. voit. On le voit. Tu reconnais le Smaug. Le casting où en fait ils ont... Chris Sherlock, c'est Sherlock. Benedict casting. Cumberbatch, c'est Sherlock. Sherlock. Et Oui. en fait, au moment où il passe le casting, il filme son visage. À un moment, ils disent c'était incroyable avec son visage. Et ils se sont dit non, mais on va voir un dragon, on va pas le voir lui. Ne filmons pas son visage. Et en fait, ils ont baissé la caméra. Donc, il y a toute une partie du casting où on voit de son cou jusqu'à sa ceinture. Et il rejoue, et juste à la voix, ils ont fait c'est lui en fait. Ouais. C'est lui qu'on va Incroyable. prendre. Je pensais que tu parlais de la distribution parce qu'il joue face à Watson, Oui. de Sherlock. Oui. Mais en fait, Ce qui est il a assez- juste passé C'est un trop des casting. copains, Ouais. ils se sont retrouvés. Ah ouais, je trouve ça mignon, moi, parce qu'ils sont copains dans la vie, donc moi j'aime bien les copains. Reparle-nous de cette technologie, Thomas. Mais oui, donc, du coup, pour revenir à ça, Robert Zemeckis, il a initié une trilogie avec le Pôle Express en faisant le premier film entièrement fait en performance capture, donc entièrement fait en technologie 3D, où par exemple Tom Hanks joue 8 personnages dans le film, 8 personnages différents. En plus, c'est un très beau film de Noël qui a, aujourd'hui, on va pas se mentir, très vieilli. C'est des vieilles cinématiques de PS2, par exemple, on peut le comparer à ça. Mais pour le coup, c'est vraiment très beau. Et puis, ça permet de rester dans Noël et c'est incroyable. Ensuite, il a continué cette trilogie avec Beowulf. Je vais pas en parler très longtemps, mais entre guillemets, il a arrangé à nouveau sa technologie pour après trouver une conclusion avec D'ailleurs, le Fossoyeur de film a fait une super vidéo si vous Oui, voulez sur le plus Beowulf, vous ouais. renseigner là-dessus. le plus beau film moche, je crois que ça s'appelle sa vidéo, ouais. ou un truc comme ça. Et oui, allez voir cette vidéo, ça vous permettra de découvrir ensuite Beowulf, ou même avant, enfin bref. Je vais pas m'étendre là-dessus, je vais justement arriver au dernier film de cette trilogie, Le Drôle de Noël de Scrooge, où là encore, c'est fait en performance capture avec un Jim Carrey qui lui aussi va jouer à peu près 8 personnages. Il joue tous les fantômes des passés, présents, des fantômes des Noëls passés, présents et futurs, pardon. Et on voit vraiment le gap technologique entre le Pôle Express et le Drôle de Noël de Scrooge. Ces deux films qui sont incroyables, qui sont pas à destination de tous forcément. Le Pôle Express, c'est un film qui est très familial, où en gros ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui croit pas vraiment au Père Noël, qui y croit plus, et il y a un énorme train qui arrive devant chez lui. Et Le Père Noël, il descend, il lui colle une droite. Non, non, et il y a Et maintenant, t'y crois. il y a le contrôleur du train qui descend et qui lui dit « Monte dans le train, je vais te faire rencontrer le Père Noël. » Et c'est un petit voyage vraiment très sympa. Et au contraire, C'est sombre. on a le Drôle de Noël de Scrooge, où je me souviens quand j'étais allé voir au cinéma quand j'étais petit, j'avais vu, c'est la première fois que je voyais ça,
une affiche où il y a marqué avertissement pour prévenir les parents que le film, c'est pas forcément pour des tout petits. Et j'en parlais avec Batman Noël, c'est pour ça aussi que je vous le recommande maintenant. Oui, il y avait un lien là. Je suis en train de me dire, il y a quelque chose il y a des qui connexions. ressemble à... Ouais, parce qu'on avait déjà entendu Scrooge avant. Oui, j'ai fait des connexions partout. Où ça raconte en fait le drôle de Noël de Scrooge, c'est l'histoire du conte sans Batman. Il n'y a pas Oh, Batman. bah du coup, c'est moins bien. Hein. J'imagine quelqu'un qui a vu ça qu'avec Batman et qui se dit attends, le conte, il n'y a pas Batman dedans. Mais du coup, ça raconte l'histoire, à nouveau, je vous la refais, de Scrooge, ce vieil homme très antipathique qui déteste Noël et qui va passer une nuit entière à avoir des visites des fantômes passés, présents et futurs. Et ça va être un vrai récit aussi initiatique pour lui parce que ça va le changer en profondément. Ce sont deux films très beaux, au-delà de la technologie, deux films très beaux de Noël. Et voilà, regardez ça. Où est-ce qu'on peut les regarder? Oui, le Pôle Express, vous êtes incroyable. Le Pôle Express est disponible sur Netflix et le drôle de Noël de Scrooge, ça a été produit par Disney. Alors je vous fais la petite devinette, c'est dispo où? Amazon Sur Prime. Disney+. Sur Disney+, merci Candace. Et par ailleurs, je viens de penser, je vous ai pas dit Roméo plus Juliette, si vous voulez le regarder, c'est sur Disney+ aussi. Ok, bah, décidément, Ouais, tout est... on fait... Semaine Netflix, C'est semaine ça. Disney+, et la semaine prochaine, les gars, Ça dépend qui c'est pas une nous vidéo. file l'argent. Après, on va être honnête, pour les films qui sont assez familiaux comme ça, Ouais, c'est souvent Disney, hein. Ouais. Voilà. Exactement. Et ben, merci beaucoup Thomas Avec pour plaisir. ta Merci, reco. Et toi, Hugo, est-ce que tu as une reco pour nous? Bien sûr que j'ai une reco. Alors on connaît tous Hellboy le film, mais est-ce que vous connaissez tous Hellboy le comics? Pas du tout. Pas du Non. tout, pas encore. Vous Absolument connaissez pas? Eh bien, en fait, il y a un comics et d'ailleurs le film vient de là. Il a été créé par Marc Mignola et il est d'ailleurs dessiné aussi par ce même Marc. Et il vient des éditions. Alors aux États-Unis, c'est Dark Horse, comme le cheval foncé. Et en France, c'est Delcourt. C'est les éditions Delcourt qui le publient. Ils ont publié 16 tomes de 2002 à 2018. J'ai pas encore vu le 16e, donc je sais pas si c'est la fin. Je suis pas au courant. Donc peut-être qu'il va y avoir une suite. Peut-être qu'il y a une longue pause. Et c'est une super BD. C'est magnifique. C'est du comics comme on en voit très très rarement dessiné. C'est à la croisée des chemins entre la démonologie, l'histoire et l'écriture de Lovecraft. Les monstres, c'est vraiment... Mignola, c'est un véritable génie pour dessiner les monstres, les démons ou les autres créatures fantastiques. Il dessine un Hellboy qui est un peu comme les premiers films, un peu blasé de tout. Ouais. Et c'est magnifique, il a toujours les yeux à moitié dessinés, vous savez, des demi-cercles. Ouais. Et il est vraiment genre, on dirait que... Mais même s'il y a un monstre de 300 km de haut face à lui, il est là. Ouais. C'est One Punch Man, c'est l'ancêtre de One Punch Non, Man. mais parce qu'il se rend compte quand même qu'il est dans la merde, qu'il risque Ah. de mourir. Mais il y va, Mm. quand même. Il se dit, ouais, allez, je vais Oh, le ça me défoncer. gonfle. Enfin bref, c'est vraiment un super comics. Il est considéré comme vraiment un très très bon comics. Et je vous le conseille à tout le monde, donc aux éditions Delcourt. Et voilà, c'était Marocco. Bah, trop bien. Super. Plein de cadeaux à super. mettre sous le sapin. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est plein de recos cadeaux, ça. Et ben merci à tous les copains Avec pour plaisir. cette émission. Et est-ce qu'on pourrait pas se souhaiter un joyeux Noël? Mais si, joyeux Noël. joyeux Noël. Merci, joyeux Noël à tous. Merci Ceux qui nous Brieux, écoutent. Thomas, plaisir. Yann, Candice et moi-même, Hugo. Oui. C'était recommandé. Au revoir.